Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis moi-même en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas à la rencontre de Dave Asprey, mais nous allons à la rencontre de Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Ulrich. Je vois que tu as adopté le look Dave Asprey avec tes lunettes qui bloquent la lumière bleue. Bravo. Oui, j'essaye. Alors tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour témoigner de ton expérience du régime cétogène, expérience d'ailleurs familiale. Donc merci de passer un petit peu de temps avec nous pour partager ton expérience. Oui, de rien. Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Détends-toi, il n'y a personne qui va te manger, tout va bien se passer, on va papoter pendant 2 heures. Ben voilà, donc je m'appelle Virginie, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants et ça fait à peu près plus d'1 an que je suis en cétogène. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené au cétogène? Pour quel but? Comment t'en es arrivé là? Alors moi, en fait, j'ai toujours eu des problèmes, pas de poids, mais de ventre. Enfin, voilà, j'avais au niveau abdominal et j'ai pris énormément de poids en fait il y a 12 ans. J'ai arrêté de fumer, j'ai des problèmes hormonaux, donc j'ai pris 30 kilos. D'accord. Et là, les ennuis ont commencé en fait. Donc l'hypertension est arrivée, les traitements, un prédiabète, Mmh. un foie gras Mmh. assez avancé. Donc voilà, donc les médecins, j'ai vu 3 nutritionnistes, j'ai vu ça a été une catastrophe, c'était de pire en pire parce que moi en fait je mangeais, avec le recul, je me rends compte que je ne mangeais pas assez. J'étais à Mmh. 1200 calories. Donc métabolisme, voilà. Combien? On n'a pas entendu le nombre de calories. 1200, 1400 1200. maximum, hein. Ok. Alors, je vais donner juste une image pour que les gens comprennent. Excuse-moi déjà de te couper, mais pour que les gens comprennent. Il y a eu des expériences qui ont été faites aux États-Unis sur la famine en laboratoire. On prend des gens qui sont en poids de santé, pas de surpoids, tout va bien pour eux. Ils sont à 3000 kilocalories par jour. Le régime pour les affamés, le régime de pseudo-famine, était à 1500. Ah oui. OK? Et là, toi, tu nous parles de 1200. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis dans la tête des gens qui ont du surpoids que c'est normal de manger que seulement 1200 kilocalories par jour pour faire un régime amaigrissant. C'est une véritable connerie, en fait. Oui, puis en plus, sans gras, Mm. voilà. En plus, avec plein de pain. Moi, j'ai des nutritionnistes qui me disaient 2 tranches de pain le matin, le midi. Enfin, et surtout pas trop de gras, hein, quand je parlais Ah oui. voilà, d'agneau, parce que moi j'aime bien la viande, heureusement. Ah non, non, surtout pas, c'est trop gras. Puis j'ai même un médecin qui m'a dit non, mais il faut faire du vélo toute la journée, il faut manger des pommes. Il faut être régime pommes. Alors, vous voyez, quand on arrive de là, La petite fille de Jacques Chirac qui disait manger des pommes. voilà. Ça peut se faire. D'accord. Donc du coup, je me suis un peu perdue là-dedans. J'ai fait Weight Watcher, voilà, j'ai fait plein de choses c'était de pire en pire. Au début, je maigrissais, puis après, je reprenais le double, hein, forcément. Donc voilà comment je suis arrivée au cétogène. J'ai une amie qui, sa fille prenait en fait, avait un capteur de glycémie. Mhm. Elle est très sportive et elle m'expliquait qu'elle jeûnait, etc. Et en fait, je vous ai trouvé sur YouTube étonnamment. Et j'avais entendu parler du cétogène, mais évidemment, comme tout le monde, oui, c'est dangereux. Voilà, j'ai l'impression que c'était, mais je ne savais pas ce que c'était exactement. Et donc voilà, je vous ai trouvé sur YouTube et j'ai commencé à regarder les portraits keto. Et c'est ça qui m'a amené à me poser des questions. Et j'ai voulu tenter très rapidement. J'ai compris le système tout de suite, Mhm. mais j'ai tout mis en place. Et je me suis dit qu'il fallait que je tente parce que j'avais plus rien à perdre, parce que voilà, je commençais vraiment à être en mauvaise santé. Mhm. Donc j'étais voir même une cancérologue pour ma stéatose hépatique, qui était très avancée, Mhm. et qui elle m'a dit madame, il faut que vous maigrissiez, et il y a l'Ozempic qui est très bien. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Enfin, moi, c'est pas ce que j'attendais. Voilà. Moi, je suis plus dans une approche naturelle déjà. Donc voilà, c'était un peu ma dernière chance, quoi, le keto. J'en profite pour rappeler, l'Ozempic, il sera. Alors, je ne suis pas devin, mais il y a certaines choses qu'on peut prévoir. Par exemple, quand vous roulez à 200 km/h et que vous êtes à 2 mètres d'un mur en béton, on sait que ça va faire mal. Eh bien, l'Ozempic, on peut déjà prévoir ce qui va se passer, puisque les études nous expliquent tranquillement les choses. Donc, l'Ozempic étant un agoniste du GLP-1, donc c'est un des processus naturels, mais là, on l'a fait avec une version synthétique des choses. Et alors, c'est génial pour perdre du poids. Ils ont jusqu'à 40, 50 kilos de perte de poids en 1 an.
sans rien faire. C'est-à-dire, vous continuez à manger vos pizzas, vos pâtes, vos hamburgers, vos sodas, etc. C'est génial. Vous faites rien, vous piquez avec ce produit, vous perdez 50 kilos. Premier problème, on commence à avoir une apparition de cancer. Deuxième problème, on se rend compte que pour 10 kilos perdus, vous avez à peu près 4 kilos de masse maigre perdue. Et la toute dernière étude qui vient alerter un petit peu tout le monde, si les gens avaient un cerveau et se bougeaient un petit peu, c'est qu'on se rend compte en fait que le cœur est entouré d'un muscle, c'est le muscle cardiaque, mais il y a aussi, grâce à ce produit, une atrophie du muscle cardiaque. Donc on peut déjà imaginer ce qui va se passer avec des gens qui vont se piquer avec ça pendant 2-3 ans. C'est le prochain scandale alimentaire de Big Pharma. Voilà. Ouais, et on propose quoi, tranquillement à l'hôpital. Enfin, Il a toute autorisation de mise sur le marché, il est légal. Les médecins, j'imagine, étaient bien corrompus avec ça, donc ils vont le prescrire à tour de bras. Tout va très bien. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai commencé le keto, je pense en septembre, octobre. Ah oui, petite anecdote aussi. Quand vous arrêtez ce produit, vous reprenez tout. Hein. Ah bon? Donc c'est à vie en fait. Ah oui, super. Si maintenant, je sais pas, vous avez 50 kilos de surpoids et que vous perdez vos 50 kilos grâce à ces injections de produits, vous allez vous dire, je l'arrête. Et ben, quand vous allez l'arrêter, vous allez tout reprendre. Ah, super. Ça ne guérit pas, en fait. Hein, ça donne envie encore plus, quoi. Et voilà. Donc, j'ai commencé. J'ai acheté vos livres déjà, mais moi, j'ai eu un souci majeur. En fait, moi, ça n'a pas été trop difficile, étonnamment, parce que déjà, j'étais en restriction, donc je connaissais. Enfin, voilà. En plus, je pense que j'ai un souci de thyroïde. Et très compliqué, évidemment, en Belgique, en France, pour faire doser correctement la thyroïde. Un peu moins en Belgique, parce que vous avez quand même quelques médecins holistiques, on va dire, qui sont meilleurs qu'en France, souvent. Et vous avez des laboratoires aussi qui font des analyses qui sont quasiment introuvables en France. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la France vient en Belgique pour faire les labos, pour aller dans ces labos. Moi, le souci, c'est que c'est pas donné, en fait, hein, les médecins. Ça, c'est clair. Voilà. Oui. Mais ça, voilà. Mais on peut trouver. Mais moi, ça a été compliqué parce que il n'y avait pas de traitement, du coup. J'avais aucun traitement. On m'a donné du Levothyrox, que j'ai pas supporté, évidemment. Donc voilà, il y avait un problème de thyroïde à la base. J'allais faire de la musculation tout le temps, je perdais pas de poids. Normal. Tout en sport, tout le temps. J'ai bien compris qu'il y avait un autre problème, quoi. Donc j'ai commencé le keto et moi j'aime bien la viande en fait, donc ça n'a pas été trop compliqué. La seule chose compliquée pour moi, c'est que j'ai un souci avec l'histamine, donc je ne supporte plus les œufs. Et à la limite, c'est plus dur pour moi ça que les glucides. Enfin voilà. Et oui, et t'as pas de problème avec la viande, par exemple? Aucun. Moi, je dirais pas sur les histamines. Hein. Je suis pas médecin, je connais pas exactement ton cas, etc. Je veux pas me prononcer, mais les gens qui ont des vrais problèmes d'histamine avec les œufs, je pense que c'est un autre problème avec les œufs, éventuellement. Sama. On a parlé de Sama. Bon, voilà, je suis en pleine recherche à Sama. Je fais des réactions aux médicaments, à certains aliments. Enfin, c'est très bizarre. Donc voilà, au niveau des œufs, ça m'embête parce qu'au début, je me faisais des recettes. Et puis là, j'ai dû faire vraiment au plus simple, en fait, hein, une viande, un poisson. Donc voilà. Et mon mari a suivi un mois après. Voilà. D'accord. Mais j'ai pas eu de keto flou, j'ai tout de suite bien salé. Ouais, ça c'est la clé. Est-ce que avant je me suis rendu compte qu'avant on m'interdisait le sel pour l'hypertension. Bah oui. Donc j'avais pas de sel. Jamais. Du gras, jamais, quasi. Oui. C'est-à-dire qu'on vient accuser le sel de problème qui est posé par les glucides, par le sucre. Voilà. C'est ça. Et les gens s'en sortent pas avec ça. Donc évidemment, forcément, quand on te dit régime hyposodé, pas de sel, et puis tout d'un coup on te dit si, régime cétogène, plus de sel parce que tu vas en perdre, forcément c'est un peu choquant, quoi. Un petit peu, oui. Voilà, donc moi. Donc là, il y a déjà un beau tableau. Alors, syndrome métabolique, puisque c'est un combo en fait. Hein. Le surpoids, stéatose hépatique, donc la maladie du foie gras, début de diabète de type 2, hypertension. En fait, ça marche ensemble. Inflammation, c'est toujours ensemble aussi. Inflammation, tout à fait. J'avais des gros soucis dentaires aussi, mais énormes. Genre, tous les 3 mois, j'avais un kyste, j'avais un abcès. Voilà, j'avais une hygiène dentaire, j'allais tout le temps faire des détartrages, tout le temps des tartres. Et voilà, gros soucis dentaires. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal, avec surtout une surcouche sur la thyroïde. Et la thyroïde, j'arrête pas de le dire, j'ai dit dans Bonjour Keto, je le rappelle dans les vidéos,
Si vous avez un souci avec les surrénales et la thyroïde, parce que les deux sont liés, il faut le régler avant tout le reste. Si vous voulez être champion de bodybuilding et que la thyroïde c'est pas réglé, ça marche pas. Si vous voulez perdre massivement du poids avec un problème de thyroïde, ça marche pas. Si vous avez des problèmes d'hyperperméabilité intestinale avec un problème de thyroïde, ça marche pas. Voilà. Parce que tout est connecté et tout est lié en fait. Donc, il faut revenir à la thyroïde et il faut vraiment soigner la thyroïde, entre guillemets. Je dis soigner, entre guillemets. Donc, lui apporter tous les micronutriments nécessaires. S'il y a un problème surrénalien avec le cortisol, le régler aussi. Pour ensuite imaginer une intervention sur l'intestin, la perte de poids, etc. Il faut déjà intervenir là-dessus. Oui, il y a beaucoup de choses c'est pour ça que ça prend du temps chez moi. Voilà. C'est pour ça que moi, ça prend plus de temps que quelqu'un d'autre, on va dire. Parce que moi, mon mari, il a eu des résultats très vite, mais moi, au bout d'un an que je commence à avoir des bienfaits. Enfin, j'avais déjà des bienfaits, mais je veux dire au niveau perte de gras. Voilà, là, je vois que ça se voit, c'est impressionnant. Mais voilà, ça a mis beaucoup de temps. J'ai dû vraiment me supplémenter. J'ai dû mettre en place plein de choses. Donc, pour le sommeil, mettre des lunettes. Parce que c'est lié tout ça. Tout ça, c'est connecté. Et j'en reviens aux suppléments aussi parce que je l'ai toujours dit, je suis pour un régime cétogène bien formulé avec tous les micronutriments dans l'assiette. Mais entre entretenir une carence dans ces conditions et la combler avec des suppléments, il faut prendre des suppléments. Parce qu'on peut avoir plusieurs contextes qui vont faire que on va manquer de certaines molécules. Je ne sais pas, mais je vais donner un exemple. Dans la Céto Academy, je en avais parlé longuement. Il y a une des molécules clés qui permet le transport des acides gras, la bêta-oxydation, qui est la carnitine, L-carnitine. C'est un acide aminé spécifique qu'on trouve facilement dans tous les produits carnés, donc toutes les viandes, etc., qui suffisent largement à couvrir tous les besoins. Mais chez certaines personnes, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de méthylation, il y a un problème de L-carnitine. Il y a des problèmes aussi avec des gens qui sortiraient de l'anorexie. Ils vont avoir des problèmes d'L-carnitine. Et par exemple, si tu es anorexique, que tu commences à remanger en cétogène très gras, tu vas immédiatement avoir un cholestérol qui va flamber, qui va monter très haut, à des niveaux qui ne sont pas métaboliquement sains. Tu peux monter jusqu'à des 10 grammes de cholestérol au litre, il n'y a pas de problème. Mais ça, ce n'est pas normal. Le problème, c'est qu'il y a une carence en micronutriments derrière. Et donc, ce cholestérol va se régler simplement avec un supplément ou 2 suppléments. Donc, il faut pas, parce que tu ne peux pas les avoir dans la nutrition, étant donné que tu es encore anorexique, ton appétit est très petit, tu es vite rassasié, etc. Et comme tu as épuisé certains niveaux de micronutriments, on passe temporairement par une phase de supplémentation. Voilà, ça c'est un contexte précis. Le sportif ou quelqu'un qui va essayer de revenir après un traumatisme, une fracture, etc., il peut aussi avoir besoin d'une supplémentation parce que l'alimentation ne va pas être suffisante. Donc, ce n'est pas Satan la supplémentation, mais ce n'est pas non plus systématique. Il ne faut pas se garer, voilà. Voilà, c'est ça. Ça dépend des contextes. Pareil avec la thyroïde. On peut avoir momentanément besoin d'un supplément massif en iode, d'un supplément massif en sélénium, en magnésium, en vitamine D, etc. Et puis, une fois que c'est normalisé, dire, tiens, est-ce que je peux retrouver ces micronutriments à des doses d'entretien dans l'alimentation? Ça, c'est possible aussi. Oui, le but, c'est pas de continuer dans les suppléments. Mais c'est vrai qu'en fait, la grosse erreur que j'ai faite au début, c'est que je mangeais du beurre, je mangeais du gras. Je ne sais pas pourquoi, au début, j'ai fait vraiment... Voilà. C'est pour ça que je ne perdais pas non plus, je pense. Mais j'avais besoin de ce passage-là, c'était de manger... mais il y a eu... Tu as certainement été désinformé par certaines personnes, parce que je sais que... Oui. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans le régime cétogène. J'ai à peu près tout vu. J'ai vu des idiots arriver. Moi, j'ai toujours fait un travail scientifique. Je me suis basé sur la science. Qui n'est pas dans la science, j'en parle pas. Ou éventuellement, je dis, j'ai une hypothèse de moi, j'ai fait ça. Ça reste une hypothèse, un cas particulier, mais c'est pas ce que le régime cétogène est. Et j'ai vu cette petite mode là avec tout un tas de gens qui m'écrivent toutes les semaines. Je ne comprends pas, je mange 250 grammes de beurre par jour, je maigris pas. Non, normal. Qui c'est l'abruti qui vous a dit ça? Voilà, c'est clair. Il y a encore une dame qui m'a écrit il n'y a pas très longtemps. Son cas était malheureux parce qu'elle était obèse. Elle a fait une chirurgie bariatrique, elle a perdu beaucoup de poids et elle a tout repris. Donc, comme quoi la chirurgie bariatrique est aussi une fraude. Les gens n'en parlent pas assez. 60 000 personnes en France se font charcuter pour rien. Donc, elle avait pas une opération de Roux en Y, elle avait une sleeve, donc au niveau de l'estomac. Elle a tout repris, elle est obligée encore de fragmenter ses repas parce qu'elle ne peut pas manger de grandes quantités à une seule fois. Et puis, ça fait 8 ou 9 mois qu'elle fait un régime cétogène avec 250 grammes de lipides par jour. Et elle dit, je ne comprends pas, je ne perds pas de poids. Oui, c'est normal.
Mais il y a beaucoup de Voilà. coachs, mais voilà, je donne pas de nom, mais qui malheureusement, voilà, nous Oui, ont... oui, je connais même une nutritionniste qui fait ça. Alors, c'est stupide. Et je vais le dire, Ulrich Génisson, c'est personne. Hein. Je suis juste un passeur de connaissances. Allez sur PubMed. Il y a 6000 études disponibles sur le régime cétogène. Trouvez-moi une seule étude, une seule, qui vous explique qu'on a fait un régime cétogène avec 200 grammes ou 250 grammes de beurre dedans. Il n'y en a pas une. Je les ai toutes. Hein. Il n'y en a pas une. Oui, Donc, non, mais c'est une ânerie. Voilà. Ça a duré quelques mois quand même, l'histoire. Mais après, j'ai vite compris. Mais j'ai changé un peu ma façon de manger. Et, voilà, c'est subtil en fait, parce que les gens ne comprennent pas. Le régime cétogène, c'est devenir adapté au gras. Notre source principale de carburant passe de glucides à lipides. Voilà, c'est ça le régime cétogène. Vous mangez principalement gras et vous êtes un bon brûleur de gras. Bon, une fois qu'on est dans ce contexte-là, plus de différence entre la graisse de l'assiette et la graisse corporelle. Il ne faut pas non plus s'affamer dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous maintenez une alimentation qu'avec des protéines, par exemple, sans graisse dans votre assiette, là, vous allez aussi vous affamer parce que le corps, à un moment donné, il n'est pas capable d'avoir ce genre de proportion. Donc, vous allez manger à satiété, ok, vous allez manger gras, ok, et puis, petit à petit, naturellement, votre corps va avoir une dépense énergétique sans fin, sans frustration, une dépense énergétique un peu supérieure à ce que vous lui mettez dans l'assiette. Et il va venir chercher le delta dans la graisse corporelle. La graisse corporelle, c'est simple. Donc, imaginons que moi, je l'avais imagé avec quelques images, avec quelques graphiques en camembert. J'avais dit, voilà, le régime cétogène, imaginons que vous soyez à 70% de lipides. 70% de lipides, il n'est pas expliqué nulle part que ça ne soit pas, par exemple, sur les 70%, 50% de graisse de votre assiette et 20% de votre graisse corporelle. Ça, c'est marqué nulle part. Voilà. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Et donc, du coup, il y a eu des bêtises, littéralement, avec des doses massives, en plus de beurre. Ça serait une autre forme de graisse. Ça serait peut-être de la graisse sur un steak, par exemple, un steak très gras, des choses comme ça. Et du beurre, c'est un peu comme le soda, c'est-à-dire que on a le sucre liquide dans les sodas, là, on a de la graisse liquide sous forme de beurre. Alors, le beurre n'est pas mauvais en soi, c'est une bonne source de graisse, mais pas 200 grammes par jour. Non, c'est sûr. Non. Bon, voilà, après, j'ai vite compris. Et là, j'ai vu une différence sur ma répartition corporelle, on va dire. Bon, j'ai encore du travail à faire, c'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que ta thyroïde, ça s'est amélioré? Oui, clairement. Mes résultats, on va dire, sont quasi normaux, mais je continue une supplémentation en iode sélénium qui m'a bien boosté. Oui. Et magnésium, enfin tout ce qui va avec, vitamine D. Voilà, donc là, je vois une grosse différence. J'ai aussi mis en place plusieurs choses. Donc, j'ai mis... je fais 2 repas par jour maintenant. Je me suis rendu compte que j'ai plus faim. J'ai plus... voilà, je peux même rester sur 1 repas par jour s'il est assez conséquent. J'essaye de manger plus tôt. Donc, j'ai vu la différence déjà en mettant ça en place. Donc, manager mon sommeil, parce qu'avant, j'étais à 25 minutes de sommeil profond. Et j'ai compris qu'il y avait un problème. Et là, je suis à 1h20. Bon, voilà, j'essaie de 1h40. C'est bien. Enfin, ouais. Mais ça change déjà. Voilà. C'est déjà le premier objectif santé, 1h20, 1h30. Voilà. Les femmes, en plus, un tout petit peu moins, toujours souvent que les hommes. Ah bon? Ouais, c'est régulier, ça. Tu vois toujours des femmes qui ont un sommeil profond un peu moins important que les hommes. Oh. Et puis vraiment, si tu veux faire du biohacking, aller plus loin, on peut monter jusqu'à 2h, 2h30, mais retrouver déjà une cible d'1h30 par nuit, c'est super. C'est ça. Ouais, donc, je me couche tôt, j'essaie. Bon, après, je me lève tôt, mais ça, je me suis toujours levé tôt, c'est pas un souci. Donc, oui, c'est des petites choses comme ça que j'ai mis en place et qui ont fait toute la différence. C'est pour ça qu'au bout d'1 an, je peux dire que, voilà, que maintenant, j'ai perdu 2 tailles, on va dire, de vêtements. Voilà, j'ai la peau qui s'est améliorée, j'ai plein de choses qui se sont... Au niveau médical, justement, j'ai plus d'hypertension. Donc, le cardiologue m'a arrêté, ça faisait 14 ans que j'avais un hypertenseur. T'avais quoi? Quel genre d'hypertension avant, au départ? Avant que ça soit traité sous médicaments, tu étais monté jusqu'à combien? 18. D'accord, ok. Là, c'est dangereux. Ouais, même plus. Ouais. Et donc, du coup, là, je suis à 10, 8. 18 de tension sans médicaments. Sans médicaments depuis 6 mois. Voilà. Bravo. Et avec du sel. Rien que ça, c'est super important. Les gens ne se rendent pas compte, par exemple, l'hypertension, ça va être à l'origine ça va être un des facteurs d'un AVC, par exemple. Une hypertension non traitée pendant 15-20 ans, ça se termine en AVC à 50. Bon, donc c'est pour ça qu'avoir une tension normalisée, pour moi, autour de
10, 11, alors ça va être 10, 6, 11, 7, dans ces eaux-là, très bien. Là, c'est la tension optimale, mais sans médicaments. Sans médicaments, hein, donc Bravo. bon voilà. Au début, c'était un peu compliqué, j'avoue, mais voilà, ça s'est vite rentré dans l'ordre. Et ah oui, la stéatose hépatique, il n'y en a plus. Mhm. Donc, tu Voilà, as donc, inversé une stéatose hépatique en 12 mois. un peu moins quand même, hein, on va dire 8 mois. Allez, 8 8 mois. mois, ouais. Et alors, j'ai plus de médicaments pour le prédiabète non plus, parce que je prenais des metformines et compagnie. Metformine, d'accord. Hein, voilà. Donc plus rien. J'ai une glycémie quand je prends mes décapteurs qui est vraiment très basse. Alors les gens, je leur dis ça, ils sont choqués, quoi. Ils me disent mais c'est Mhm. pas possible, tu vas mourir. Je dis non, non, ça va très bien. Donc moi je Oui, me parce sens que super. rappelons que ces machines, en fait, sont faites pour des gens, sont calibrées pour des gens qui sont dans un régime très riche en glucides. Donc, Oui, les seuils d'hyperglycémie, les seuils d'hypoglycémie sont réglés pour eux. Et que nous, quand nous sommes dans un régime cétogène, encore plus dans un régime carnivore, en fait, on est en dessous des seuils d'hypoglycémie. Donc, si la machine est mal réglée, moi, si j'en porte un, c'est en alarme en permanence. super. Ah Bah oui, oui, parce que tu es en dessous de 0,60, donc selon les marques, etc., ça va être des alarmes autour de 0,60, 0,70, ça dépend. En dessous de 0,60, tu es en alarme, tu es censé être en hypoglycémie, sauf qu'en régime oui cétogène, c'est tu n'as ça. pas ce genre de sensation. Voilà. Oui, puis en fait la courbe se lisse. En fait, on voit bien que moi au Elle est début plate. c'était Voilà. le voilà, c'était l'ascenseur quoi. Et dès que je Et je mangeais, rappelle qu'en régime cétogène, nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Les gens qui vous expliquent dans les médias, à la télé, dans les chaînes YouTube, cette mode des CGM pour monitorer votre glycémie, ce sont des gens qui sont corrompus. Ils sont payés par des laboratoires pour faire la pub de ça. Moi-même, on m'a démarché. On m'a dit, ça serait bien, Ulrich, que tu parles de ça. J'ai toujours refusé. Moi, je suis à la solde de personne. Je suis payé par personne que par mes membres. Mais là, il y a une vraie corruption. On l'a vu avec Salandino en Amérique, qui était passé d'un régime carnivore strict à ramener des fruits dans l'alimentation, ah etc. oui, Parce qu'il est lui-même au board d'une entreprise qui fait la promotion des CGM et que sans glucides, ben, on n'a forcément rien à raconter. Donc ça, c'est une ânerie. Ça peut être utile. Si vous avez vraiment des moyens et que vous voulez voir votre glycémie, faites-le. Mais ça n'a absolument rien d'indispensable pour faire un bon régime cétogène, bien formulé, etc. Mettez votre argent dans de la nourriture plutôt. c'est sûr. Et puis moi, c'est au début que je l'ai fait. C'était plus pour voir ma résistance à l'insuline. Là, j'ai compris en fait que le peu que je mangeais, même un peu de sarrasin, parce qu'avant, je pensais manger healthy, comme on dit, un peu de sarrasin, mais en fait, j'avais la glycémie qui montait au plafond. Et là, j'ai compris. Donc, j'ai fait 15 jours, j'ai arrêté, quoi. Voilà, j'ai compris que au bout de 15 jours, bah, j'ai vu que ma glycémie se lissait rien qu'en mangeant de la viande, un peu de beurre, etc. Donc voilà. Après, par contre, les cétones, j'ai jamais mesuré. J'ai jamais essayé. Voilà. Je vois pas C'est l'intérêt. pareil. Moi, je suis un geek. Je me suis piqué les doigts. Je me suis explosé les doigts pendant des années. Bon, ok, très bien. Mais si vous n'avez vraiment pas de pathologie particulière à suivre, je pense aux maladies qui touchent le cerveau ou qui vont nécessiter une cétose profonde, là, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une cétose basse dans ces contextes-là. Bon, sinon, ça ne sert à rien. Ou alors, à la limite, peut-être au début, pour des gens qui hésiteraient entre certaines sources de glucides et qui se disent, est-ce que je suis encore en cétose? Est-ce que ça m'a sorti de cétose? Bon, ok, vous faites mumuse avec ça. Mais ce n'est pas indispensable non plus. Mettez votre argent dans la nourriture. Une fois que vous avez bien identifié vos sources de glucides et que vous les avez supprimées, il n'y a pas de problème en fait. Vous êtes en cétose. Si vous mangez un peu de fromage, de la viande, du poisson et des œufs, il n'y a pas besoin de monitorer. Vous êtes en cétose automatiquement. Oui, voilà. Mais bon, les œufs, j'évite. Mais mais bon. Non, Dans c'est ton vrai cas, que les œufs, tu vas éviter. Ouais, oui, bien sûr, je pour comprends. l'instant, j'espère. En fait, voilà. Le but, moi, le prochain objectif, c'est de réparer, je pense, tout ce qui est intestin, parce que je pense que voilà, il y a un souci Oui. à ce niveau-là. Et justement, tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a écrit il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, oui, j'ai fait une recherche d'IgG. Il va falloir que j'adapte mon régime cétogène parce que je suis intolérante à ça, à ça, à ça, à ça. La société de gastro-entérologues français avait publié officiellement que la recherche d'IgG n'était pas une bonne information pour définir un régime alimentaire. Et moi, je l'ai constaté aussi, pourtant je ne suis pas médecin, parce qu'une fois, j'ai vu une analyse, c'est pas compliqué, elle est revenue à 100% rouge. C'est-à-dire, la personne était intolérante à tout. Donc, question, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On mange plus? Non, on répare l'intestin, oui, voilà, je pense que ça vient de là. Voilà. Et donc, si on reprend un peu, on rembobine le truc, tu prends par exemple des gens pour qui j'ai un profond respect, qui ont fondé la clinique Paléomédicina en Hongrie, les docteurs Toth et Clément, font un régime d'induction carnivore, strict. Alors, on est sur de la viande d'organe, on est vraiment sur de la viande ultra
propre à l'herbe, etc. Aussi bien pour les maladies neurodégénératives, des cancers, tout ce que tu veux. À chaque fois, leur phase d'induction, elle est ultra clean et il n'y a pas d'œuf. Oui, Il n'y c'est a pas ça. de Ah, café, il d'accord, n'y il a n'y a pas pas de d'œuf. thé. Ah, il n'y a pas d'œuf, d'accord, ok. Voilà, il n'y a pas d'œuf. L'œuf, en fait, est réincorporé après avec une mesure. Eux, ils suivent la perméabilité intestinale, voir si cet œuf va réinduire une hyperperméabilité intestinale ou pas. Voilà. Ouais, Pourquoi? d'accord. Parce que à partir du moment, le truc est ultra simple en fait. À partir du moment où on a différents problèmes de santé, des problèmes de thyroïde, etc., ou qu'on a eu vraiment une très mauvaise alimentation, on va avoir ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale. C'est-à-dire que des grosses molécules qui sont censées rester dans l'intestin passent dans la circulation sanguine et on va faire fonctionner notre système immunitaire, nos anticorps contre ça. Parce que des grosses molécules ne devraient pas être là. Le problème n'est pas l'aliment, le problème étant la perméabilité intestinale. Donc, dans ce contexte, l'urgence, c'est refermer la perméabilité, enfin, entre Ouais, c'est ça. guillemets. C'est-à-dire retrouver une perméabilité parfaite uniquement pour de petites molécules, pas les grosses. Ouais, donc du Ça se collagène. mesure. Voilà, il y a des tests simples. En fait, c'est un test avec, c'est un sirop avec un sucre particulier qui a différentes tailles de molécules. Donc, vous buvez ça, ça passe dans l'intestin. Après, on mesure dans les urines ce qui est passé. Et là, on voit, on mesure que est-ce que les grosses molécules sont passées ou pas. Et on sait qu'il y a une hyperperméabilité ou pas. Après, il y a d'autres tests. La zonuline, par exemple, on peut le faire simplement avec une analyse de sang. Ça, c'est relativement facile, mais c'est pas non plus hyper précis. Voilà, les différents tests pour essayer de mesurer ça et de l'inverser pour retrouver une parfaite intégrité de la paroi intestinale. L'origine des maladies auto-immunes vient souvent d'une perméabilité intestinale, le déclencheur. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Et la thyroïde est au centre parce que quand on a une thyroïde fatiguée, une thyroïde qui n'est pas fonctionnelle, on a une hyperperméabilité intestinale en même temps. Voilà. Donc, l'œuf et la poule, qu'est-ce qu'on traite en premier? C'est toujours le souci. La thyroïde est centrale. Oui, voilà, c'est pour ça que je me donne du temps. Voilà. De toute façon, le cétogène, on est parti pour le faire tout le temps. Donc, voilà, j'ai l'espoir dans quelques années de remanger des œufs. C'est vraiment le plus dur pour moi. Les pâtes ne me manquent pas, le pain non plus. Ce sont les œufs. Donc, Je comprends. Et est-ce que tu as essayé, parce que moi je connais un peu l'origine du problème, si on ne va pas en parler là, parce que YouTube n'aime pas que je parle de ces sujets. Est-ce que tu as essayé des œufs d'autres espèces? Par exemple, l'oie ou le canard? La caille, mais c'est pas passé non plus. C'est pas forcément très loin. Il y a des gens qui ont du mieux avec l'œuf de caille, mais pas toujours. Par contre, le canard, c'est très différent, c'est vraiment une autre espèce. Ah, le canard, oui, je vais tester, tiens. Essaye l'œuf de canne, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Sinon, nous c'est assez. Mon mari ramène de la viande, on est bien placé quand même. On a quand même des animaux élevés à l'herbe. On arrive à. Donc. Alors, tu rappelles que ton mari est boucher? C'est ça. Enfin, il est enseignant en boucherie. Enseignant en boucherie. Voilà. Et il fera l'occasion d'un portrait keto dédié. On parlera spécifiquement avec lui de viande, etc. un peu plus tard. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est assez bien placé par rapport à ça. On n'a pas de soucis. Voilà. On est bien. Le congélateur est bien rempli. Donc moi c'est assez simple. C'est une viande le matin, un peu de beurre, les légumes de moins en moins. C'est vrai que je pensais pas le dire, mais j'adorais les légumes et de moins en moins je suis attirée par les légumes. Voilà. Donc c'est voilà, un bon morceau de viande, un bon morceau de poisson et un peu de beurre, un peu de. Le matin toujours un café gras. C'est vrai que maintenant je commence à jeûner. J'ai des moments où je jeûne, où je prends un café gras pour me caler et ça passe très bien avec l'huile de coco et voilà. Un peu de fromage, des produits laitiers. Voilà, c'est simple en fait. Et c'est vrai que même quand on va quelque part, moi je trouve pas ça si difficile que ça parce que finalement on va au restaurant, à la fin j'ai mangé une bonne pièce de viande, une côte à l'os. Les gens ils me regardaient 1 kilo de côte à l'os avec du beurre d'ail et rien. Voilà, j'étais très contente avec ça. Donc voilà. C'est clair que c'est très simple. Pardon? C'est clair que c'est très simple. Il y a beaucoup d'a priori, mais une fois qu'on y a goûté, on se rend compte que c'est pas difficile en extérieur, c'est pas compliqué. Non, puis je pense que le goût du sucré, c'est parti très vite. C'est bizarrement, et j'ai toujours le doudou keto comme tu disais. Moi, c'est mascarpone chocolat noir, quoi. Voilà, c'est rare, mais voilà, framboise donc quand j'ai envie de sucrer, je prends ça. On prend de l'érythritol à la maison. C'était l'érythritol. Et les enfants, d'ailleurs,
ce sont des habitués du sucre. Et tellement ils sont habitués à l'érythritol. Et un jour, ils ont mangé un gâteau normal et ils m'ont dit: «Mais c'est trop sucré, maman, c'est Oui, pas bon». Ils étaient oui, dégoûtés. Donc, oui. on voit une différence sur les enfants aussi au Ouais. niveau de. Une fois qu'on a passé 6-8 mois à vraiment se désaccoutumer de l'usage du sucre, on Ouais. retrouve tout trop sucré. On trouve une carotte crue sucrée, une tomate cerise sucrée. Alors forcément, les pâtisseries, alors là, ça explose, vraiment trop de sucre dedans. Ah, Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, toutes nos papilles gustatives en Occident sont tellement saturées de sucre que les professionnels, les pâtissiers, les industriels sont obligés de saturer en sucre parce que s'ils le font pas, les gens vont trouver que c'est pas assez sucré. Voilà. Mais le problème, c'est l'inverse en fait, c'est que les gens sont tellement saturés en sucre que leur palais est totalement déréglé entre guillemets. ouais, puis c'est vrai qu'avec le keto, on sent même les additifs. C'est Mm. vraiment bizarre. On sent même quand il y a un produit qui est transformé ou qui est. Alors qu'avant, non. Donc, nous, voilà, on mange le moins possible, on va dire, industriel. Hein. Donc, on va à la ferme ou voilà, on mange. Même pour les enfants, on fait. Bon, les enfants sont plus en low carb. Parce que Mhm. la grande, elle a 17 ans. Mais d'elle-même, en fait, elle se rend compte que quand elle mange des pâtes, ou elle en mange très très peu. Mhm. Parce qu'elle se dit: je suis fatiguée, je me sens épuisée après en cours, je veux pas. Et même elle jeûne, hein, à des moments où alors qu'avant j'aurais dit: non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et en fait maintenant je respecte le fait en fait elle mange un repas ou deux et puis elle a plus faim, donc elle reste comme ça. Et du coup elle est pas en surpoids. Et bon, elle mange pas de fast-food, ce qui est assez rare à son âge. Oui. Pas de soda, il n'y a pas de soda à la maison. Excuse-moi, il n'y a pas de soda à la maison. Donc voilà, mais en fait, elle a ma fille, en fait, elle a un problème de vue. Ça va être intéressant ça. On peut couper, Ulrich? Oui, on va faire une. Bon voilà, la pause a été faite, on a tué le chien, problème est réglé. Voilà, donc je disais, ma fille a des problèmes de vue. Mhm. Donc elle a été opérée plusieurs fois, elle voit pas en 3D, etc. Elle a une paralysie de l'œil. Mhm. Et depuis qu'elle mange comme ça, en fait, elle a vu l'ophtalmo dernièrement et elle lui a dit: mais c'est pas possible, elle voit bien de près, en fait, elle a plus besoin de lunettes de près. Et Mhm. je sais que tu en avais parlé du fait que la vue pouvait s'améliorer Oui, avec le keto. Donc voilà, on oui. a pensé à ça. Et elle était impressionnée, l'ophtalmo. Elle me dit: c'est rare d'avoir une amélioration avec, voilà, Ben, c'est avec son. intéressant hein, parce que ça c'est pareil, les ophtalmos sont pas au courant. Il y a une désinformation complète sur la vision, que ce soit la myopie, la presbytie, des choses comme ça, la vision des contrastes. Il y a eu plein de témoignages de personnes qui avaient plus de 55 ans, qui avaient des visions un petit peu altérées et qui étaient au bout de 2-3 ans de régime cétogène, j'ai l'impression que je vois beaucoup mieux. Je Ouais. portais des lunettes, j'en porte plus, etc. C'est la réalité ça. Mais les ophtalmos sont pas au courant, comme les dentistes ne sont pas au courant qu'on peut inverser une carie dentaire, une petite carie dentaire grâce au régime cétogène. Voilà. Oui, c'est ça. Et en parlant de dentiste, la mienne m'a dit, en faisant la visite de contrôle, m'a dit: c'est pas possible, vous avez fait quoi? Il n'y a plus de tarte, vous n'avez plus de caries, vous n'avez plus rien. Je lui ai dit: bah, écoutez, je mange cétogène. Et là, elle m'a répondu: mais c'est comme ça qu'on devrait manger. Moi, je Oui, mange comme ça. Elle m'a répondu: je mange comme ça aussi. Donc voilà, donc elle connaissait bien. bravo. Oui. Ça, c'est rare. Hein. C'est le genre de choses, si tu veux, quand tu dis ça à un professionnel de la santé, 9 fois sur 10, ça va pas se passer comme ça. Non, mais c'est une dame qui est originaire de l'Amérique du Sud, je crois. Donc je Mhm. crois qu'ils sont plus voilà, là-dedans. Donc ouais, très surprise. Donc plus de tartre au niveau dentaire, j'ai plus de soucis. Sinon, en amélioration, qu'est-ce qu'on a eu? Je regarde un petit peu. Oui, j'avais beaucoup de migraines, j'en ai beaucoup moins. Mhm. J'ai aussi une tolérance au froid, bizarrement, alors que Mhm. j'ai toujours été très frileuse. Et là, je suis en t-shirt dehors. Normal. Je sais pas. Si, normal. Ça, c'est vraiment la différence entre un métabolisme affaibli et un métabolisme en famine Ah ouais. versus un métabolisme optimal, bonne température. La sensation de froid, les pieds froids, les mains froides, l'incapacité de sortir dehors sans veste, etc., c'est juste la signature d'un métabolisme affaibli en économie d'énergie. C'est le premier truc qui saute, la chaleur. La Voilà. thyroïde aussi qui va avec, hein, souvent. Aussi, tout à fait. C'est-à-dire si on a une thyroïde en berne, ben on a un métabolisme en berne et on a froid. C'est ça. Mm. Donc voilà. Après, la satiété n'est pas la même du tout, hein, parce que je me rends compte que quand je mange vraiment jusqu'à ce que je n'ai plus faim. Je Mhm. compte pas en fait. Et pendant des heures et des heures, je me sens bien en fait. J'ai pas faim.
Et je vois les autres qui mangent devant moi, ça me fait rien. Et on me dit, mais ça te fait rien de voir les autres manger comme ça? Non, franchement, du moment que j'ai ma viande, j'ai mon truc, moi, ça me Bah, à fait rien. partir du moment, les gens ne se rendent pas compte qu'à partir du moment où tu as mangé à satiété, tu n'as plus faim, ben, tu t'en fous de voir des gens en face de toi qui mangent. Ça ne te donne pas envie, tu as déjà plus faim. C'est clair que si tu n'avais pas mangé, que tu étais affamé, voir des gens en train de manger, là, ça serait insupportable. Mais ce n'est pas Oui, le voilà, cas, puisque tu as atteint la satiété. Voilà. c'est ça. Voilà. Même si on passe un peu pour des extraterrestres, hein, mais pas grave. Faut accepter ton statut d'alien. Oui, bah, j'ai les lunettes qui vont avec. Donc voilà. Moi, au niveau du petit aussi, je vois une différence. Bon, il mange quand même, malheureusement, c'est compliqué, le petit de 8 ans. Il mange encore des glucides, mais moins qu'avant. Et c'est toujours maintenant la viande en premier. Mhm. Et le matin, des œufs, du fromage. Enfin, voilà, il n'y a pas de sucré. C'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc, moi, je vois dès qu'il mange du sucre, il se roule par terre. Genre, il se traite au rideau, quoi. Il est infernal. Donc, je me dis, oui, bah, je comprends mieux, il y a des TDA, etc. Bah, je commence à comprendre un peu mieux, quoi. Donc, Les petits Américains, par exemple, traités à la Ritaline, ouais. question, est-ce qu'ils sont responsables d'une sorte de trouble de déficit de l'attention, hyperactivité, blablabla, et on leur doit automatiquement de la Ritaline, ou est-ce que c'est leur régime alimentaire qui est littéralement de la merde et qui les met dans cet état-là? Voilà. Mais aujourd'hui, si tu veux, c'est tellement plus facile d'aller voir un médecin qui va vous prescrire une pilule. Voilà. Et oui, c'est ça le problème. Et les écrans, il y a les écrans aussi qui sont En plus, qui sont hein. problématiques. Oui. Moi, il était tout le temps malade. Hein. Moi, franchement, il avait des otites tout le temps. Il était tout le temps malade. Et depuis que je le supplémente, déjà en oméga 3, etc., bon, il mange du macro, il mange. Voilà. Puis qu'il mange différemment, franchement, même quand il est malade, ça dure 2 jours. Quoi. Mm-hmm. Donc, bon, j'ai vu vraiment une grosse différence sur lui, même s'il n'est pas en keto. Voilà. Donc voilà. Ce que je veux dire d'autre en bienfait, bah oui. L'humeur, hein, c'est vrai que l'humeur, elle est égale. J'ai pas d'ascenseur émotionnel quoi, comme ça pouvait arriver avant. On est presque zen. Quelque chose, c'est bizarre, mais c'est vrai. Je l'avais entendu dans d'autres portraits. Mais tant qu'on l'a pas expérimenté, on peut pas vraiment imaginer ce que c'est. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a accepté en fait un état anormal comme un état normal. Et donc, comme on n'a pas pu voir à quoi ça pouvait ressembler, on s'imagine pas. Comme la satiété en fait. La vraie satiété, tant qu'on l'a pas vraiment expérimenté, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça, il n'y a pas la notion de fatigue juste après de coups de barre en fait. On a un bien-être, mais on a l'énergie quand même pour faire nos activités. On n'a pas le voilà. Et avant, je ne pouvais pas. C'était impossible pour moi de me dire je ne vais pas manger le soir ou. Et là, j'ai pas de souci avec ça quoi. Donc j'ai une autre approche de la nourriture, on va dire. Bien sûr, bravo. Voilà. Maintenant, il y a encore des choses à faire. Hein. Il y a encore un chemin. Voilà. Il y a des, tu sais, clairement, hein, quand certains problèmes mettent des années à venir, faut pas être surpris qu'il faille parfois des années pour en sortir. Hein. C'est ça. Mais j'ai pas baissé les bras. Je suis contente parce que j'avais peur. Je me suis dit. L'important, c'est d'avoir de petits résultats positifs rapidement. Ça, c'est important. C'est-à-dire avoir la confirmation par l'expérience qu'on est sur la bonne route, sur le bon chemin. Tu vois, si tu fais 3-4 mois, quelque chose où tu sens en fait un peu de frustration, tout ça, et en plus, tu n'as pas de résultat, t'arrêtes. Oui, c'est sûr. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est un pas après l'autre. C'est ce que je me dis. Et, ah oui, aussi, j'étais très gonflée au niveau des membres et du visage. Et je pense que c'est les glucides. Hein, parce que j'avais, voilà. Rétention d'eau. Rétention d'eau. Beaucoup de rétention d'eau qui commence vraiment à partir de plus en plus. Donc voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est totalement lié, si tu veux. Toutes les hormones qui régulent nos fluides, pour rappel, on est autour de 70% de notre corps, c'est de l'eau. Et tout ça, c'est réglé finement avec des hormones, principalement autour de nos reins, l'angiotensine, etc., qui vont vraiment être à la manœuvre. Et on se rend compte que quand on retrouve une fonction normale au niveau du pancréas, de la production d'insuline, notre quantité d'insuline produite est divisée par 4 et par 5. C'est énorme, la quantité. Et cette insuline, en fait, vient là comme le chef d'orchestre de régulation des autres hormones. Donc, quand l'insuline baisse, les autres hormones s'ajustent, c'est là que tu as une rétention d'eau qui est supprimée. C'est ça. Et ça prend parfois un peu de temps, le temps de retrouver tous ces chiffres-là dans la norme.
Voilà. Et donc, La glycémie, c'est la résultante, en fait. Tu peux très bien avoir une glycémie totalement normale avec une production d'insuline totalement pas normale. Ok. C'est-à-dire que alors les gens te disent ah ben mais tu as une glycémie à jeun normale, hémoglobine glyquée normale, ok, mais tu es peut-être 2 à 3 fois au-dessus en insuline parce que tu as de grandes quantités de glucides dans ton alimentation, tu as une grande production d'insuline, tu es efficace à ce niveau-là et ça se voit pas dans la glycémie. C'est ça, et c'est ce qui arrive souvent. D'ailleurs, les gens me disent, il y a des gens qui sont en obésité qui me disent ah mais j'ai une glycémie normale. Ah Tout à fait. Et j'avais parlé dans le dernier module de la CETO Academy, le Master 1 dédié intégralement à la glycémie. J'étais reparti sur les travaux du Dr Kraft, on est dans les années 70. C'est lui qui a vraiment mis en évidence tous les problèmes que nous avions avec les glucides et l'insuline dans le monde occidental. Et ces chiffres-là ont été retravaillés par d'autres équipes les décennies suivantes, etc. Ouais. Et on se rend compte que à peu près 96% des gens en Occident sont diabétiques ou prédiabétiques sans avoir le diagnostic. C'est fou. Parce que certains paramètres qui sont utilisés aujourd'hui font qu'on ne le voit pas. Par exemple, la glycémie. La glycémie n'est pas suffisante pour voir s'il y a un problème avec les glucides. Il faut au minimum mesurer l'insuline. Et là, on voit qu'au début, quand tu es jeune, quand tu as 20-30 ans, tu as des grosses productions d'insuline qui viennent couvrir tous les problèmes. Et puis, avec le temps, le pancréas s'épuise, entre guillemets, la production d'insuline descend, mais il y a toujours autant de glucides, et c'est là que les problèmes avec la glycémie arrivent et commencent à les voir, glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, etc. Ouais, c'est ça. Donc, après, je pense qu'il n'y avait pas une relation avec le tour de taille aussi. Je pense qu'il y avait, je ne suis pas très fan de toutes ces règles qui vont vous dire si vous faites plus d'1 mètre de tour de taille, les ratios, les machins, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein d'exceptions. Et ça voudrait faire passer les exceptions, en fait, comme des gens en santé, ce n'est pas le cas. On peut être mince et avoir de gros problèmes de glycémie et des gros problèmes d'insuline. Oui, comme le portrait keto d'avant, le monsieur qui faisait de la musculation, qui expliquait qu'il n'y avait pas… Par exemple. Oui, c'est ça. Les footballeurs américains, il y a une étude qui avait été publiée il y a déjà pas mal de temps maintenant, qui montrait que les footballeurs, je ne me souviens plus si c'est niveau professionnel ou collège, je ne sais plus, mais ils sont à niveau élite, entre 20 et 25 ans, entre 20 et 25% sont déjà prédiabétiques de type 2. Ouf. Et ce sont des sportifs qui font du sport tous les jours, qui sont peu gras, athlétiques, etc. Oui, d'accord, donc on a quand même un profil aussi. On ne peut pas, en fait, absorber des quantités, on ne peut pas absorber 250, 300, 400 grammes de glucides par jour pendant des décennies et être en santé. Ça se termine mal. Tu parlais tout à l'heure des yeux. Oui. Par exemple, l'œil, en fait, c'est quelque chose de formidable. C'est un petit écosystème merveilleux, parfaitement réglé, etc., etc. Quel est un des symptômes du diabète de type 2 ? La cécité. On perd la vue. Comment c'est possible ? À un moment donné, si tu veux, les pics de glycémie vont induire un état métabolique dans l'œil que l'œil va être obligé de régler par toute une forme d'antioxydants qui vont, à un moment donné, s'épuiser. Quand cette filière d'antioxydants est épuisée avec l'âge, eh bien, il ne reste plus que les dommages, cécité. Voilà, c'est pas plus compliqué. Mais si tu veux, c'est un peu comme un poison et un antidote en même temps. Le corps, il s'arrange avec ça. Les glucides, c'est le poison. L'antidote, ça va être tout un système de tampons, d'antioxydants, etc., etc. Ça marche à certains temps, si tu as une alimentation qui est suffisamment riche en antioxydants, on va dire. Ça marche aussi avec des antioxydants endogènes. La thyroïde est centrale là-dedans, en particulier le sélénium. Okay, ça marche. Puis à un moment donné, ça s'épuise. Le corps, il ne sait plus faire face à autant de problèmes. Ça s'arrête. Là, les dommages apparaissent. Et ils sont irréversibles. La cécité avec un diabète de type 2, c'est irréversible. Ah oui, c'est terrible, hein, diabète de type 2, amputation, etc. aussi. Hein. Exactement. Ouais. Donc, en fait, pour faire simple, quand les problèmes arrivent, c'est que les problèmes sont déjà là depuis très longtemps. Parce qu'avant, on ne les a pas vus. On pourrait faire des mesures très précises en amont des débuts de dégradation de certains tissus, mais les gens ne veulent pas les faire. J'avais fait un article sur, le titre, c'était « Comment les glucides nous rendent malades ». Et j'avais démontré par tout un tas d'études que je citais que le niveau de détérioration métabolique, c'est 140 mg sur une glycémie. Au-delà de 140 mg, on a des dommages qui sont mesurables. Ah oui, mais 140 mg, quelqu'un qui est en Europe ou aux États-Unis, il le dépasse au minimum 3 fois par jour, tous les jours de sa vie. C'est ça. Donc ça veut dire que le corps, il est obligé de réparer, il est obligé de tamponner ça. Et il peut le faire jeune, mais à un moment donné, ça s'arrête. Ouais, c'est ça. En régime cétogène bien formulé, vous n'atteindrez jamais
140 mg de glycémie après un repas. Même si vous êtes à 20 ou 30 grammes de glucides par jour, 40 grammes de glucides par jour, vous n'y arriverez pas. Donc c'est du bon sens, en fait, le régime cétogène. Voilà. Oui, oui, oui. Puis quand je vois les personnes, pour elles, non. Enfin voilà, la glycémie, c'est pas. Enfin, ils sont dans les IGBA, enfin, ils sont partis enfin, c'est un problème parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont parlé de ça et pour elles mangent bien, elles vont prendre du IGBA. Oui. Moi, je suis partie là-dedans aussi au début. Je l'ai fait aussi, je les ai lus, ces livres, je les connais. Moi, je les ai vite vendus. Ça m'a tellement dégoûté que je les ai vendus. À un moment donné, ça pouvait faire. Le problème de la zone francophone, c'est qu'on est culturellement en retard. Ça, c'est un vrai problème. Parce que, si tu veux, il y a des choses qui sont sues ailleurs dans le monde. Pour qu'elles arrivent en termes de connaissances en France, c'est 20 ou 25 ans. Voilà, c'est un vrai problème. Je connais par exemple plein d'auteurs dans le monde anglo-saxon qui sont traduits en 8-10 langues, ils ne sont toujours pas traduits en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a même pas un éditeur sérieux qui veut prendre le manuscrit, le faire traduire correctement, publier, faire la promotion de ce livre dans ce domaine. Il y a plein de domaines. On peut parler de la contraception féminine, on peut parler de la lumière. Tiens, j'en ai un, je vais juste te sortir celui que j'ai sur mon bureau en ce moment, voilà, sur les lumières artificielles. Lui, c'est le pape vraiment de la chronobiologie. Il a fait toute sa carrière sur le sujet à Harvard, c'est un chercheur. Ce livre-là, il sera peut-être traduit en France dans 25 ans. Tu vois, il alerte, par exemple, c'est lui qui a fait un papier de plus de 120 pages au NIH aux États-Unis pour alerter du scandale des ampoules à économie d'énergie. Ah oui. Bon. C'est la référence aux États-Unis. Le mec, c'est vraiment pas n'importe qui, c'est une référence. Bon. Avant que ça soit traduit en France, il va se passer 25 ans. Hein. Voilà. Et on est culturellement en retard sur tous les sujets. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir des conneries. Les IGBA, par exemple, quand on regarde les études avec une alimentation à IGBA, donc indice glycémique bas des aliments, ça n'inverse rien. Est-ce qu'on peut attaquer un cancer avec des IGBA? Est-ce qu'on peut inverser un diabète de type 2 avec des IGBA? Est-ce qu'on peut manager un diabète de type 1, voilà, inverser avec des IGBA? Tout ça, c'est non. C'est pisser dans un violon, ça ne sert à rien. Voilà. C'est sûr, parce que quand je vois le sarrasin, c'est soi-disant IGBA, moi j'en mangeais tout le temps et ma glycémie, elle faisait le yo-yo, quoi. Donc elle montait très haut. Le principe des IGBA, c'est qu'au lieu d'avoir un pic très, très élevé et après un crash très brutal, ça lisse la surface, c'est-à-dire que le pic va être moins haut et le crash va être moins bas. Mais la surface, c'est-à-dire la quantité de glucides et la quantité d'insuline produite au total est la même. Ça ne change rien. C'est toujours pareil. Oui, voilà, tu prends le sucre, c'est un IGBA. Hein. Oui, parce que moi, je prenais du sucre de coco. Non, voilà, le sucre blanc de betterave, standard. Ouais. Il a un IG bas, beaucoup plus bas que du riz blanc, par exemple. D'accord. Bah oui, parce qu'à la base, faut la moitié de sa molécule, c'est du fructose, qui ne va pas impacter la glycémie. Donc, tu peux considérer que c'est un IGBA. Enfin, on est dans un système, si tu veux, stupide. Les IGBA, il faut se retirer complètement le terme indice glycémique et indice glycémique bas. On s'en fout complètement. L'important, c'est la quantité de glucides. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait à 20 grammes? Qu'est-ce qu'on fait à 50 grammes? Qu'est-ce qu'on fait à 100 grammes si on est un sportif, etc. Ça, c'est important. Mais l'indice glycémique, moi, je m'en fous complètement. Je ne regarde pas ce chiffre. Il ne m'intéresse pas. Oui. Après, on comprend. C'est vrai que voilà. Mais malheureusement, il a eu bonne presse. Tu vois, ça fait un petit peu comme le régime méditerranéen, qui a eu une très bonne presse. Voilà. La chrononutrition aussi, ça, voilà, il y a eu ça aussi. Voilà, bon, il y a eu un médecin qui a surfé là-dessus. Ok, par contre, je suis pas contre le respect de la chronobiologie pour la nutrition, mais après, on en a fait quelque chose qui n'est pas scientifiquement documenté, et ça change pas grand-chose. Quand tu restes sur un régime riche en glucides, à 250 grammes de glucides par jour en chrononutrition, je m'en fous. Résultat, nul. C'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, j'avais perdu du poids. Attention, j'avais perdu du poids parce que j'avais enlevé les glucides le soir. Après, oui, tu as fait du cétogène sans le savoir. Donc, je me suis dit, c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, bon, les glucides le soir, ça me fait maigrir, mais le pain le matin, je ne suis pas sûre que ce soit très bon, quoi. Donc, ben non. Et il y a tout un tas d'âneries comme ça qui sont sorties. La mode du vinaigre aussi. Oui, alors merci. En plus, qu'on a des problèmes d'histamine, le vinaigre, c'est peut-être pas Ah oui, très bien. Ça va bien ensemble. Ah oui, c'est génial. Donc, j'ai vite arrêté. Donc, voilà. Mais en fait, le keto, c'est très simple. Voilà, je pense que. Oui. Après, on fait des plats en sauce maintenant qu'il fait un peu froid. On a réinvesti dans des poêles en fonte.
des cocottes en fonte, voilà, on fait des petits plats mijotés. Voilà, on va refaire des bouillons à l'os pour le collagène, pour les intestins. Voilà, Très on bon. essaie de... Mais ça peut être très simple. Quelquefois, on n'a même pas envie de cuisiner. Voilà, un bon morceau de viande, du fromage, c'est bien. Exactement. Il y a plein de gens qui font du régime cétogène sans cuisiner. Ils cuisent, ils juxtaposent. C'est encore plus simple quand on passe sur une approche plus carnivore, parce que là, rentrer chez soi, prendre une petite poêle et cuire un morceau de viande avec éventuellement 2 œufs durs, bah, ça prend quoi, 15 minutes, 20 minutes le temps de cuire la viande. Donc en termes de compétences et en termes de temps, bah, il n'y a pas plus rapide. Oui, puis bon, il y a des gens qui me disent ah mais on sait plus quoi vous faire à manger, on a peur de vous inviter. Je dis mais attendez, c'est juste qu'on mange pas les glucides. Enfin, on mange tout le reste, donc il y a pas de souci quoi. Ils s'imaginent un truc, oui. un régime, je sais pas, enfin bizarre quoi, avec des. Par exemple, les gens qui font du sans gluten, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que toi, ils essayent de mimer les choses standards, entre guillemets, des pâtes sans gluten, des pains sans gluten, etc. Donc, du coup, il faut faire attention. Ça fait des préparations un peu compliquées avec des ingrédients un petit peu difficiles à trouver. Alors que là, le régime cétogène, c'est vraiment simple. Une fois que tu as retiré les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain, puis éventuellement, si tu as un gâteau, tu vas faire un gâteau cétogène, tu vas le ramener, comme ça, c'est réglé. Il n'y a plus de problème, en fait. On fait, nous, on fait nous-mêmes. Moi, ce que je Voilà. fais généralement aussi, pour Noël, je vais faire une bûche mascarpone framboise. Enfin, voilà, je vais me faire mes trucs à moi, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Même les enfants, ils aiment bien les gâteaux cétogènes. Bon, pas tout, hein, mais on essaye de trouver des recettes. Mais oui, non, il y a moyen. Oui, c'est très simple. Au niveau des organes, ça coince un peu, j'ai du mal. Mais je me supplémente. J'ai trouvé, je pense que c'est nourri à l'herbe, j'ai pris des comprimés. Et voilà, je ne sais pas si c'est suffisant, mais j'ai vraiment du mal avec les aliments. Ça dépend. Au pire, ton mari est dans la partie. Il y a toujours des moyens. Tu sais que, j'arrête pas de le dire, hein, mais une des plus grandes compétences françaises, quand je dis française, ça touche la Belgique, parce que la Belgique, on a la même façon de vivre, les mêmes traditions, etc. C'est pas la pâtisserie, c'est la charcuterie. Parce qu'on a une capacité d'accommodation de tous les organes, tous les morceaux de tous les animaux, qui font que c'est une capacité rare. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça, par exemple. La charcuterie, c'est une charcuterie française ou ça va être une charcuterie italienne qui va être importée. Mais les Américains, ils n'ont pas cette habitude-là. Oui, c'est vrai. Les organes ne sont pas utilisés, ne sont pas valorisés, etc. Alors que nous, en France, on a des centaines de recettes pour utiliser, rendre comestibles des aliments, des morceaux de viande qui ne sont pas très appétissants à première vue et on ne sait pas trop quoi en faire, quoi, toi. Je pense aux tripes, je pense à tous les organes. Bon, le foie, c'est encore simple, parce que ne serait-ce qu'un simple pâté de foie, c'est simple. Oui, mais pâté sinon, de foie. Voilà. Sinon, ça nécessite un peu de compétence, c'est vrai. Et puis, on a perdu ces traditions, en fait. Nos ancêtres les faisaient. On a perdu parce que ma grand-mère nous faisait manger de la cervelle, des omelettes ou du foie, voilà. Mais voilà, ils nous couraient derrière avec l'huile de foie de morue, etc. Donc, ils avaient raison, quoi, les anciens. Oui, tout à fait. Ça. Ils avaient raison et on a perdu ce bon sens. Donc là, on essaye à le retrouver. Mais... Voilà. Et ils me disaient toujours qu'il faut manger de la viande, mes grands-parents, toujours. Hein. C'est vrai qu'ils ont raison, quoi. Mais voilà. Mais après, moi, je viens du sud de la France. On mangeait moins de viande qu'en Belgique. Moi, je trouve, à l'époque. On mangeait beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, mais pas trop de viande. Ils ne sont pas trop viande là-bas. Donc, c'est vrai qu'en Belgique, ils ont des bons morceaux de viande par rapport à... L'être humain, il a su survivre dans des zones très différentes. Il n'y a pas de problème à survivre avec le milieu de la mer. Au contraire, quand tu regardes un petit peu l'évolution humaine, à la base, nous sommes totalement dépendants des produits de la mer, des produits proches de l'eau. Ça va au-delà de la mer. Par exemple, manger des écrevisses, manger des grenouilles quand tu es plus dans les sols, dans les terres. On est totalement dépendant d'une certaine source d'EPA, DHA pour le cerveau. Et donc, avoir de grandes quantités de produits marins, crustacés, poissons, c'est très bon pour la santé. Il n'y a pas de problème. On pourrait très bien faire un régime cétogène avec peu de viande, mais beaucoup de produits de la mer. Pas de problème. Une côte à l'os, c'est quand même... voilà. C'est pas mal mais ça se joue. Et au niveau évolution, ça, par contre, c'est prouvé. On est vraiment dépendant des produits de la mer. Hein. Tu parlais d'iode, de sélénium tout à l'heure, toutes ces quantités-là. Maintenant, avec l'épuisement des sols, ça devient problématique. Voilà. Les produits de la mer sont des très bons aliments. Mais je me rends compte ici, il y a peu de gens qui mangent du poisson, etc. En Belgique, en tout cas.
Très peu. Tu sais, moi, j'habite aux États-Unis, c'est un grand pays, hein, c'est 5000 km d'une côte à une autre côte. Au Colorado, on mange moins de produits de la mer que dans le Maine. Oui, ah oui, c'est les Dans le écrevisses. Maine, ils vont manger moins de bœuf. Tu vois, c'est Ouais, la même chose. c'est ça. Tu vas dans le Maine, tu es au bord des routes, tu as des petites cabanes qui te font manger du homard à $12 la livre. Ah oui. C'est moins cher que le bœuf. Ouais, Tu vois. Donc, en fait, quand tu as ça devant toi, bah, tu vas manger du homard 6 fois par semaine. Quoi. C'est... Voilà. oui, c'est une question d'endroit aussi, c'est vrai que. Voilà, Ouais. c'est sûr. Et ça fait sens à la base parce qu'on a vraiment un biome. Quand on commence à creuser vraiment la nutrition, on se rend compte qu'on a une génétique à la base et qu'on est plus ou moins adapté à certaines choses. Par exemple, si on est blanc de peau et qu'on se retrouve à l'équateur, on va avoir des petits problèmes de soleil au début. Et puis inversement, si on est très noir de peau et qu'on se retrouve au nord de la Finlande, on a un problème avec la vitamine D. Tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils stratifient vraiment quand ils font des études. Par exemple, ici, il y a des statistiques ethniques, c'est-à-dire on te demande si tu es hispano, si tu es noir américain, si tu es caucasien, etc., etc. L'avantage d'avoir ces données-là, c'est que dans des études, on a des conclusions différentes. Par exemple, vitamine D et risque cardiovasculaire, bah, c'est pas la même chose si tu es blanc ou si tu es noir. Oui, tu absorbes moins, je crois. Hein. Ah oui, beaucoup moins. Ils ont une peau, en fait, qui est prévue pour de fortes doses d'UV. Voilà. En tant que blanc, non. Donc, forcément, la synthèse de la vitamine D va se faire différemment. Tu vois ? C'est pour ça que c'est important quand on déplace des gens, puisque depuis quelques siècles maintenant, les gens se déplacent beaucoup d'un bout à l'autre du monde. Les Africains noirs, il y a 2000 ans, ils étaient qu'en Afrique noire. Ils n'étaient pas aux États-Unis. Avec l'esclavage qui les a fait amener aux États-Unis il y a 200, 250 ans, 300 ans, et bien forcément, il y a eu des gens qui ont une peau très noire qui se retrouvent à des latitudes nord et des problèmes de synthèse de la vitamine D. Bon, ben c'est pareil avec le microbiote intestinal. Notre mère transmet un microbiote intestinal, c'est par rapport à un biome, à un écosystème local. Et forcément, si on se déplace, ben, il n'est pas adapté. Tout le monde peut le constater, par exemple, quand vous partez en vacances à 6 7 000, 8 000 km de là, avec une autre nourriture, d'autres bactéries, et vous allez vous retrouver avec une diarrhée, par exemple. Pourtant, vous n'avez rien mangé de spécial. Ben, c'est juste que votre biome intestinal n'est pas adapté à la nourriture locale. Et ça va prendre du temps pour que ça se fasse. Bon. Et tout ça, c'est sérieux parce que ça a un vrai impact sur notre santé. Notre microbiote intestinal communique avec notre cerveau. Et en plus, il y a un effet transgénérationnel d'une génération à une autre génération. Donc, il faut être relativement indulgent sur ce genre de déplacement maintenant qui, entre guillemets, crée des problèmes qu'on ne comprend pas forcément des fois. Hein, voilà. Oui, donc ce serait intéressant de voir la génétique, c'est ça que tu dis de voir, Pas forcément. Je ne suis pas pour rentrer dans une médecine ultra complexe avec des analyses ultra coûteuses parce qu'on ne sait rien. On ne sait rien. Je veux vraiment que les gens ils comprennent qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup d'humilité face à ça. La nature, en fait, fait des choses infiniment complexes sans qu'on ait rien à faire. Voilà. C'est-à-dire que si on est en vie, ça veut dire qu'il y a eu des centaines de générations avant nous qui ont fait qu'on a pu être en vie aujourd'hui. C'est un contexte. La nourriture. Tu veux qu'on retue le chien une deuxième fois ? Désolée. Ça devrait aller, je pense. Il a été mal tué la première fois. Hein. donc, tout ça pour dire que la nature a fait des choses extrêmement complexes de sélection pour nous et qu'on doit l'accepter comme ça. À partir du moment où on veut reprendre le contrôle et s'émanciper de ce que la nature a prévu pour nous, alors là, attention, là, ça devient vraiment très complexe parce que tous les curseurs sont liés entre eux. Quand on commence à bouger un curseur, les autres bougent aussi. Donc, il faut tous les connaître. Et je vais te donner, par exemple, tout ce qui est génétique et épigénétique. Toi, par exemple, il y a des choses qui sont intéressantes. Si tu as un problème, tu sais que les molécules, enfin, les hormones thyroïdiennes, on va les appeler T4, T3, T2, T1, T0. C'est à chaque fois une molécule d'iode qui est retirée grâce à une enzyme qui est dépendante du sélénium. Bon. On sait très bien que, par exemple, tu as des gens qui ont une variation génétique sur cette enzyme et l'opération, entre guillemets, va plus ou moins mal se passer, plus ou moins vite se passer. Donc, on a identifié des gènes et on peut donner quelques conseils nutritionnels à partir de ça. Mais on a vu un truc, on a identifié un gène, mais ça s'arrête là. Je peux te garantir que tous les jours, tu as une science colossale qui tombe pour identifier de nouveaux gènes et de nouvelles interactions entre les gènes. Donc, il faut vraiment y aller sur des œufs.
tu as beaucoup de pathologies qui sont liées à certains gènes, mais on se rend compte que certaines personnes qui ont cette variation ne font pas la maladie. Donc, lien de cause à effet, bon, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Si on pousse dans un sens, par exemple, je ne sais pas, une mégadose de vitamines, qu'est-ce qui se passe ailleurs? On n'en sait rien parce qu'on ne l'a même pas étudié encore. Tu vois. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions. C'est une science nouvelle. Faut y aller sur des œufs, faut faire attention. Hein. Oui, faut un peu de bon sens aussi et faire les choses. Et un peu de bon sens. Faut pas tomber dans des extrémités. L'être humain, il a 2,5 millions d'années. Ça, on sait. L'être humain, il est créé pour une alimentation pauvre en glucides, voire pas de glucides. On peut très bien vivre sans glucides. Ça aussi, il n'y a plus de questions, il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. C'est fini, c'est plié. Bon. Donc maintenant, on a quelques marges de manœuvre là-dedans. Mais faire croire aux gens qu'on peut être en bonne santé durablement avec 55 ou 60% de glucides, ça, c'est une hérésie. C'est ça. Ouais. Voilà. Et on le voit, ne serait-ce qu'avec les portraits keto, des gens qui retirent les glucides de l'alimentation, regarde toutes les pathologies qui disparaissent. Que ce soit stéatose hépatique, résistance à l'insuline, diabète de type 2, hypertension, toutes les pathologies auto-immunes. Voilà. Ce qui est très bête comme pathologie finalement. Oui. Nous avons un problème avec les glucides. On retire les glucides de l'alimentation, les problèmes disparaissent. C'est simple. C'est du bon sens. Parce qu'à la base, nous ne sommes pas faits pour manger ces quantités de glucides. De la même manière, je suis désolé pour l'image, mais tout le monde la connaît. On a eu un problème de vache folle il y a 20 ans. D'ailleurs, le même abruti britannique d'Oxford, Neil Ferguson, qui avait produit toutes les conneries à l'époque, qui est le même, qui a produit les mêmes schémas mathématiques, les mêmes extrapolations mathématiques avec le Covid. C'est le même. Hein. Oh, d'accord. Chaque fois que l'humanité va disparaître en millions de morts, c'est Neil Ferguson qui a produit les chiffres. Voilà. Ah, d'accord. Bon. D'ailleurs, c'est rigolo parce que 4 ans après, Oxford fait le ménage et les chiffres et les papiers disparaissent de son site internet. Voilà. Okay. Donc, la vache folle. Il y a des abrutis qui ont imaginé que c'était super intéressant économiquement de faire manger des farines de viande, c'est-à-dire de la viande, à une vache qui est un herbivore. Oui, donc il y a Qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. Et donc, du coup, on interdit les farines animales. Un herbivore, ça mange de l'herbe. Et un carnivore, ça mange de la viande. Et les êtres humains sont des carnivores. Pas forcément des carnivores exclusifs, comme d'autres animaux. Nous sommes des carnivores principaux. Notre alimentation doit être principalement d'origine animale. Point. C'est simple. Oui. On a failli devenir végétarien. Ça a duré une semaine. En fait, c'était avant la crise Covid. Et on s'est fait, on était un peu naïf à ce moment-là. Hein. Tu t'es fait influencer par la télé, les médias Netflix, etc. On avait regardé le fameux documentaire, mais c'était il y a longtemps, c'était avant la crise. Et mon mari m'a dit, mais attends, mais on va essayer, mais bon, un boucher qui est vegan, ça faut mal, quoi. Je dis, moi, je vais perdre. Et on a essayé une semaine et c'est pas possible. On n'a pas tenu. C'est pas possible. Et puis en plus, c'était toujours des trucs transformés. Voilà, donc on compense par des choses qui sont mauvaises et qui sont industrielles. Et finalement, on n'était même pas rassasiés. Et donc, voilà, au bout d'une semaine, on s'est dit, non, c'est pas pour nous. Et voilà. Malheureusement, il faut tester pour savoir, mais j'informe ton mari que, par exemple, ici au Colorado, il y a eu des charcutiers professionnels qui ont fait une gamme de charcuterie végane, puisqu'il y a une grande clientèle. Donc, ils font tout un tas de mixtures avec certains produits pour imiter des pâtés voilà. Ça existe il y a un marché. Ça existe ici aussi, un boucher végétarien, j'ai vu. Ils sont formidables. Il faudrait quand même penser à changer les noms, parce que moi, si tu veux, du fromage, c'est fait avec du lait. Et la charcuterie, c'est fait avec de la viande. Maintenant, s'ils veulent utiliser un autre nom, pourquoi pas? Moi, je m'en fous. Je suis pour la liberté. Moi, chacun doit pouvoir manger ce qu'il veut. Hein. Je ne suis pas pour interdire les choses. Par contre, les noms ont un sens. Exemple, quand on donne le nom de lait à un jus d'amande, c'est pas du lait. OK? Et il y a des gens qui ont peut-être des facultés intellectuelles un peu déprimées. Je vais être gentil. Qui donnent ça à des enfants en remplacement du lait. Les enfants meurent. Il y a eu un cas célèbre en Belgique, si ma mémoire est bonne, il y a 3-4 ans maintenant. Une végane qui a donné comme lait à son enfant un jus, alors je ne sais plus lequel, si c'était des amandes, je ne sais plus quelle noix, et c'était un jus végétal à la place du lait. Un bébé. Mort. Oui, je me souviens. Un bébé. OK ? Donc c'est sérieux, c'est pour ça que les mots, ils ont une importance. C'est-à-dire, si les gens ne sont pas informés du tout sur la nutrition et qu'ils voient le lait, ils se disent c'est du lait, je donne du lait. Hein ? Ils ne cherchent pas plus loin. Donc les mots ont une importance. Hein.
C'est ça. Et puis après, bon, quand on réfléchit, c'est vrai que le keto nous a ouvert les yeux sur beaucoup d'autres choses quand même aussi. Et moi, je me dis, avec le recul, j'ai donné des laits, comment dire, Pasteurisé, ouais, homogénéisé. après, j'ai allaité, mais pas longtemps. Mais je me dis, mais c'était à refaire, je le referai plus, quoi. Voilà, c'est une catastrophe. Donc, Oui, oui. Et il y a aussi de la désinformation là-dedans. Le lait maternel humain n'est pas remplaçable. Même moi, je suis un défenseur des produits laitiers, de vaches, de chèvres, etc. Mais c'est pas identique à un lait humain. C'est pas remplaçable en fait. Alors encore moins les formules maternisées, parce que moi j'invite les gens vraiment à regarder la composition d'une formule de lait maternisé. l'huile de tournesol de mémoire, Moi, je j'avais ne pris du bio, le boirais pas moi. Alors ouais, imaginez un petit être humain en formation qui n'est pas encore bien fini, pas tout équipé, lui donner ça, mais c'est une hérésie. je crois qu'il y Regardez a la même de la composition. taurine. Je crois qu'il y a même de la taurine dedans, il me semblait que j'avais vu ça. Si tu veux, la taurine en tant que telle, c'est un acide aminé important. Les chats, par exemple, sans taurine meurent. C'est-à-dire quand tu as un processus de cuisson, la taurine est détruite. Donc c'est ce qui fait toute la différence. Tu vois, tu prends un morceau de viande, par exemple. Tu le cuis vraiment bien cuit. Tu le donnes à un chat, et puis à un autre chat, tu prends le même morceau de viande, mais tu le donnes cru. Au bout de plusieurs mois, celui qui mange la viande cuite va mourir. OK? Parce que la taurine est détruite et c'est un acide aminé essentiel pour le chat. Donc, les acides aminés, OK, mais en fait, c'est juste un gros mélange de merde. Là-dessus, on rajoute, par exemple, les huiles végétales, des dextroses, des sucrants, etc. Puis toute une liste de compléments alimentaires qui viendra éventuellement compenser la faible teneur en micronutriments de cette merde. Et on appelle ça de la nourriture formula baby food, quoi. Voilà. Oui, puis après, moi, je prenais bio en me disant, en me donnant en bonne conscience. À l'époque, je me dis, bon, ce sera moins pire que les autres, mais. Rien. Voilà. Et tu vois, c'est tout bête, hein, mais quand je dis qu'il y a besoin d'une vraie révolution, moi, ma grand-mère, elle a allaité des enfants qui n'étaient pas les siens, parce qu'elle avait trop de lait. Ah, oui. Et à l'époque, c'était il y a 70 ans maintenant, 75 ans. Et à l'époque, c'était courant. Tu avais des femmes pour différentes raisons qui ne pouvaient pas allaiter, et le lait venait d'une autre mère qui avait trop de lait. Oui, c'est vrai. Réglé. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, est-ce qu'on ne pourrait pas rémunérer des gens, des femmes, qui auraient éventuellement trop de lait? Il n'y a pas de raison que ça soit gratuit parce qu'eux, ils en font commerce derrière. Et puis, organiser que ce lait soit disponible, alors, bien sûr, analysé, frigorifié, etc., comme il faut, localement, pour que des enfants qui sont privés du lait de leur mère puissent avoir le lait d'une autre mère. C'est toujours bien mieux que toutes les formules infantiles. Mais je crois que ça existait avant. Il me semblait qu'il y avait Bien sûr, mais ça a été exterminé avec l'industrie agroalimentaire qui s'est dit ça, c'est gros business, je vais prendre. Nestlé, voilà. Il y a eu un article il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, j'avais fait le calcul, il y a une dame au Texas, elle a fourni à elle toute seule 3 tonnes de lait. D'accord. 3 tonnes. Elle a toujours eu beaucoup de lait, elle a donné pendant des années. Ça fait 3 tonnes à la fin, à elle toute seule. Elle a eu un prix ou je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas, parce qu'aux États-Unis, tu vois, les gens sont très très mal informés en France. Tu vois, par exemple, les gens vont donner du sang. Ouais. C'est un acte de don, tu vas gratuitement, etc. Sauf que votre sang, il est revendu derrière. Donc les gens font de l'argent avec un don. OK? Aux États-Unis, c'est beaucoup plus clair. Moi, je vais donner du sang demain, on me donne $300. Si je donne du plasma, je peux gagner $900 par mois. Mais au moins, il n'y a pas de pénurie, quoi. Tu y vas, ils sont sélectifs, puisque vu qu'ils te payent, ils choisissent leurs patients, ils te prennent ton truc, eux, derrière, c'est revendu, c'est la sécurité sociale américaine, les agences de santé américaines qui vont payer. Terminé. Au moins, c'est pas hypocrite en disant venez donner pour qu'on puisse revendre. Un don gratuit, ouais. Dans ces cas, si on donne, tout le monde donne derrière. Hein? Moi, donne, voilà, les gens qui travaillent dans cet organisme donnent leur temps. Enfin, c'est du bénévolat de A à Z. Il n'y a pas de raison que toi, tu fournisses un produit biologique pour que d'autres fassent de l'argent avec. Oui, il y a eu du scandale aussi sur le sang aussi. Hein. Il y a eu tellement de même chose. Mais on pourrait imaginer ça sur le lait, par exemple. Hein. Ça ne vraiment pas compliqué. Hein. Un système de don de lait pour des femmes qui ont trop de lait, justement. Et puis, c'est réglé. Hein. Oui, c'est vrai que ce serait bien. Voilà, dans un monde idéal, ou un peu plus libre, parce que ne serait-ce que je suis persuadé qu'il y a plein de médecins, de sages-femmes, tout ça, qui sont parfaitement au courant de ce que je dis actuellement, mais aujourd'hui, le système empêche l'émergence de ce genre de choses. Oui, puis bon, encore une fois, c'est la facilité. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on n'encourage plus trop les mères à allaiter. Hein. Quand on a un médecin en blouse blanche qui vient vous expliquer que c'est pareil, voire, vous inquiétez pas, donnez le biberon,
Ou alors, quand vous allez le mettre à la crèche, vous allez voir si vous l'avez pas, si vous lui avez pas donné le biberon, ça va être compliqué. En fait, tout est fait pour défier les mères de continuer d'allaiter, y compris dans le travail, etc., etc. Ouais. C'est l'acte le plus naturel du monde et c'est l'acte le plus normal et en santé. Tous les animaux, tous les mammifères allaitent et ça, c'est normal. Il n'y a que l'être humain qui se dit ah bah non, moi je ne veux pas faire. Non, on va s'affranchir de la nature encore un coup. Oui, puis en plus, on s'étonne que les enfants ils sont malades tout le temps après. Hein. Voilà. Les célèbres 1000 jours, les 1000 jours de vie qui sont importants pour l'installation du microbiote intestinal. Alors, t'imagines les bébés formula plus les antibiotiques là-dessus. Parfait. Une vie d'emmerde derrière. Ah oui, parce que c'est dès qu'ils sont malades, maintenant, c'est antibiotique. Hein. Moi, je vois autour de moi, dans la famille, voilà. Bébé malade, antibiotique. Moi, le mien, il a pris le dernier une fois des antibiotiques, je crois, sur bébé, parce que vraiment, il avait un problème. Mais moi, c'est voilà, le moins possible. Hein. Le moins possible. Les antibiotiques sauvent des vies, ils sont très utiles, mais c'est l'arme à utiliser en dernier recours, qui peut être faite aussi en ayant une approche un peu plus globale, c'est-à-dire aujourd'hui, un médecin devrait être formé sur je donne tel antibiotique, qu'est-ce qui se passe sur le microbiote intestinal. Ah oui, parce qu'en comment on peut compenser? Est-ce qu'on peut donner des probiotiques, des prébiotiques pour aider la flore intestinale, entre guillemets, à se rééquilibrer après ce passage d'antibiotiques? Ça, c'est pas fait non plus. On te donne ça comme ça, tu te débrouilles. Non, c'est rare quand ils donnent des probiotiques, hein, les médecins, à part des médecins un peu, on va dire, fonctionnels ou des naturopathes. Voilà. Mais voilà. Moi, j'ai trouvé un médecin qui fait keto en Belgique et qui est naturopathe aussi. Donc voilà, ça m'a bien aidé. Mais c'est dernièrement que je l'ai trouvé. Hein. Mais voilà. Et elle partage même des recettes et tout. Enfin voilà, elle applique elle-même, donc c'est sympa, quoi. Génial, parce qu'elle-même, elle a les sensations, elle a connu les problèmes, et elle voilà. peut, en fait, par son expérience personnelle, venir contribuer à une meilleure expérience professionnelle. Et elle m'a rassurée, parce que moi, j'avais peur au niveau de mon cholestérol qui avait explosé. Même si je savais qu'il y avait un ratio, bon voilà, psychologiquement, les autres médecins m'ont dit « Oh là là, c'est catastrophe, vous allez mourir demain ». Donc je me suis dit, je vais avoir un avis de quelqu'un qui fait keto. Et elle m'a dit, non, rassurez-vous, le rapport triglycérides, c'est bon. Donc voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un quand même de... C'est rassurant. Quelqu'un qui ne va pas se focaliser sur le total cholestérol ou le LDL, qui va être capable de comprendre le profil lipidique dans son intégralité, la glycémie, enfin tous les paramètres biologiques qui se sont améliorés, et éventuellement comprendre qu'un LDL peut monter, particulièrement par exemple avec ta fonction thyroïdienne aussi. Ça, c'est important. C'est bien d'avoir cette vision plus globale au lieu que simplement un fichier Excel avec une case en rouge. Voilà. Statine, prenez des statines. C'est ça. Total cholestérol, 2 grammes 1, bim, statine. Statine, voilà. Ah oui, dernièrement, j'avais été chez un médecin que je ne connaissais pas parce que j'avais une otite en fait. Voilà. Et le gars me dit, ah mais vous avez mal aux oreilles parce que vous avez 17,10 de tension. Il m'a dit, c'est une catastrophe. Je me suis dit, c'est bizarre, enfin, 17,10 de tension. Et je rentre à la maison, moi je me mesure. Et mes 2 tensiomètres, j'ai 10,8, quoi. Je comprends pas. Il me dit, qu'est-ce qu'il a fait? Et il m'a dit, non, mais vous avez mal aux oreilles, il faut reprendre absolument des bêta-bloquants, c'est une catastrophe. Et en fait, moi, je prends ma tension tous les jours et voilà, j'ai pas de souci, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le stress de la blouse blanche? Est-ce que c'est... Peut-être, oui. Mais bon, reprendre des bêta-bloquants, je me suis dit, c'est bête, quoi. Enfin, voilà. Peut-être maintenant, en plus, si tu veux, il y a 25 ou 30 ans, on n'avait pas le matériel à la maison pour reprendre une glycémie, pour prendre des corps toniques, pour prendre une tension. Maintenant, ça ne vaut plus rien. Hein. Les trucs, même les trucs chinois à 20 ou 25 euros sur Internet, pour prendre une tension, ça marche. Hein. Moi, j'ai vu, je me rappelle, quand je me suis occupé de ma mère, j'avais les infirmières qui venaient à domicile et je voyais les appareils qu'elle utilisait. Je lui dis, j'aurais bien en acheter un, qu'est-ce qu'il faut? Ah, elle me dit, nous, on ne s'embête pas, on prend celui-là, il vaut 25 euros. D'accord, je prends le même que vous. Parce qu'en fait, oui. ils ont comparé le matériel pour prendre une tension à 25 euros versus la prise avec le matériel professionnel du médecin, tu tombes sur les mêmes chiffres. Pourquoi s'embêter? C'est ça, quoi. C'est ça que j'ai 2 tensiomètres à la maison. Je me dis, bon, comme ça, au cas où, mais je la prends 3 fois par jour, donc j'ai jamais de soucis. Donc, est-ce que c'est lui? Mais tout de suite, un bêta-bloquant. Non, c'est hors de question. Il y a d'autres solutions. Voilà. Après, évidemment, je suis pas. Voilà, si vraiment je voyais que ma tension était. Je suis pas folle non plus. Déjà, je voudrais donner une astuce qui est pour moi primordiale. Chaque fois que vous faites faire une mesure, faites une contre-mesure. On ne peut pas prendre une décision sur un seul chiffre, quel qu'il soit. C'est ça. Ça, c'est idiot. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent vous donner un chiffre farfelu. Vous pouvez très bien aller faire une glycémie le matin, vous allez avoir
1, par exemple, 1 gramme 1, ok. Tu sais, c'est bizarre, elle est haute ma glycémie ce matin. Bah, retournez-y dans 2-3 jours, dans les mêmes conditions, et regardez ce qui se passe. Peut-être que vous serez à 0,8 et que vous avez passé une mauvaise nuit ce jour-là et que ça vous a fait monter votre glycémie, et voilà. Donc, on ne peut pas prendre une décision, que ce soit en termes de changement de vie, de complémentation, de médicaments, etc., avec un seul chiffre. Il en faut au minimum 2, toujours. C'est ça, c'est peut-être, voilà, juste j'étais malade, bon, ça peut arriver. Et puis voilà, je lui parlais du keto, évidemment, il m'a dit « Ah non, mais c'est bien, mais il ne faut pas faire ça longtemps. » Voilà, comme tout, surtout pas. Bon, voilà, ils disent tout ça, souvent. Bah oui. Ils sont formatés pour manger des glucides, ils sont formatés pour traiter les problèmes de glucides, il ne faut pas que ça change. Hein. On a presque peur de dire, voilà. Bah, de toute façon, à chaque fois, il note dans mon dossier keto, hein, je vois qu'il note, mais je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est un ovni. Ouais. Donc voilà. Ce que je voulais dire d'autre. C'est déjà un beau bilan. Et puis je vois que tu as la ténacité de continuer, malgré que tu n'as pas eu de grosses pertes de poids au tout début, tout ça. Tu t'es dit, ça va prendre du temps, j'ai inversé les problèmes thyroïdiens, et puis tu as pu voir certainement tous les bienfaits ailleurs que sur le poids. Et finalement, le problème de poids s'inverse maintenant. Donc bravo d'avoir continué. Mais oui, je me suis dit, de toute façon, la thyroïde, je sais que j'ai un souci. Donc, et malgré, j'étais voir plusieurs endocrinologues, enfin voilà, et toujours ils mesurent que la TSH, enfin c'est toujours le même système, quoi. Bon, moi je coche maintenant, je fais moi-même, hein. Je coche sur ma prise de sang et je regarde parce que maintenant j'ai mon médecin keto qui est quand même bien, mais avant je regardais par moi-même parce que voilà, il y a des bons médecins en Belgique, hein, il y a Docteur Résimon, etc., mais voilà, il y a des listes d'attente, quoi. Ils ont fait une science entre guillemets nouvelle et qui n'est pas appréciée. Aujourd'hui, je peux le dire comme je le pense, hein, je m'en fous. 99% des endocrinologues français ou belges ne connaissent pas la thyroïde. Non. Ce sont des demeurés. Je vais le dire clairement, des demeurés. Avant la synthèse des hormones thyroïdiennes, donc de façon synthétique, nous avions des extraits de thyroïde, c'est-à-dire de la thyroïde animale. Alors, principalement en Europe, c'était du porc. Ailleurs, ça a été aussi du bœuf. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Hein. On prend une thyroïde, on la déshydrate, on la dessèche, on fait une poudre, ça fait un extrait. Ça, c'était standardisé par quelques marques et on donnait ça aux gens. Qu'est-ce qui se passait dans cette thyroïde ? Vous avez déjà tous les nutriments et puis vous avez les hormones qui sont desséchées, qui sont dedans, qui viennent remplacer à la fois la T4, qui est entre guillemets l'hormone de stockage, et la T3, qui est entre guillemets l'hormone active, dans un ratio, alors c'était 15%, 10%, bon, passons. Donc il y avait déjà les deux. Et les gens avaient beaucoup de bienfaits et retrouvaient une meilleure vie grâce à ça. Après est arrivée l'industrie pharmaceutique et ils ont synthétisé la T4. Très bien. Donc on mesure la TSH qui, pour eux, est l'hormone principale de, je dis à la thyroïde d'être activée plus fortement ou pas. Donc TSH élevé égale thyroïde fatiguée, c'est un message pour dire faut que tu travailles plus à la thyroïde. Et puis inversement, quand tu as une TSH qui est quasiment à 0, ça voudrait dire hyperthyroïdie, thyroïde qui travaille toute seule, sauf qu'on a dit de travailler, pour faire simple. On a synthétisé la T4, on la donne aux gens, et après on se dit, par miracle, ils vont faire de la T3 avec ça. Et personne ne mesure. Donc, ils mesurent la TSH, ils ne mesurent pas la T4, et ils ne mesurent pas la T3. Ou parfois, ils mesurent la TSH, la T4, mais pas la T3. Oui, pas la T3. Toujours jamais la T3. C'est tellement nul, puisque la T3, c'est la seule vraiment qui... Enfin, c'est pas la seule qui compte, mais c'est la plus importante à mesurer. Bon, déjà, premièrement. En plus, on a un vrai problème avec la thyroïde parce qu'il y a tout un tas enfin, la thyroïde, c'est extrêmement compliqué. Et puis, on mesure éventuellement dans le sang quelque chose qui est transitoire alors qu'on a des fonctions biologiques qui se passent de façon intracellulaire. On ne peut pas les mesurer. Tout ça, pourquoi ? On peut avoir une TSH dans les clous, on peut avoir une T4 dans les clous, on peut avoir une T3 dans les clous et être en hypothyroïdie. D'avoir des signes, ouais. Ça veut dire prise de poids avec 1000 kilocalories, rétention d'eau, froid en permanence, les cheveux qui tombent, les ongles cassants, etc. Ouais. Donc ça veut bien dire que les analyses, les paramètres biologiques qu'on peut mesurer sont un indicateur, mais ce n'est pas le diagnostic, ce n'est pas un absolu. La première chose à faire, c'est regarder la personne.
Surtout Ça, la c'est le travail du thyroïde, médecin. c'est compliqué. Hein. Surtout les Oui, femmes. c'est Il y compliqué. a beaucoup de femmes en hypothyroïdie qui ne le savent pas. Autour de Bah, moi, tu sais, les gens parlent de tout ça, mais tu as les autres aussi. Hein. Pourquoi on te dit T4, T3 et les autres, c'est quoi? T2, T1, T0? Hop, hop, on ne connaît pas. Si tu as froid avec une hypothyroïdie, c'est T2. T2 mesuré? Non, jamais. T2, on ne connaît pas. Non, ils ne connaissent pas. Tu peux avoir une possibilité de désactivation de ta T3 qui va être la T3R, T3 reverse. La T3R, elle est très rarement mesurée, mais il y a une possibilité pour transformer cette T3 en T2. Pareil, jamais mesurée. Donc tout ça pour dire que les endocrinologues, ils sont dans les choux complets avec ça. Prenez Levothyrox, T4 et démerdez-vous. Ah Ne oui, serait-ce que dire aux gens, si vous prenez une T4, attention à vos apports en iode, parce qu'il reste important, parce qu'il n'y a pas que la thyroïde qui est liée à l'iode, d'autres tissus, par exemple chez la femme, le sein. Et attention à vos apports en sélénium. Le sélénium est extrêmement important. Il n'y a pas que lui, mais c'est le numéro 1 entre la T4 et la T3. Et ça, oui, on le dit ils vont ensemble. L'iode, sélénium, il ne faut pas les. Voilà, on ne peut pas les dissocier. Ouais. Et c'est extrêmement con aussi de faire prendre des doses ultramassives d'iode aux gens sans mettre en face du sélénium. Ah oui, 100, ouais. Attention. Ouais. C'est que Quand on regarde les Japonais, par exemple, c'est intéressant parce qu'eux, ce sont naturellement les plus gros consommateurs d'iode. Quand on regarde les études, ils mangent à peu près 3 à 4 fois plus de sélénium qu'un Européen moyen. Donc, ils mangent plus d'iode, mais ils mangent plus de sélénium. Ça, je sais parce que mon fils vit au Japon. Maintenant, il travaille au Japon, le grand. Et quand je vois comment il mange, il a perdu beaucoup de poids en peu de temps. Et il mange, il mange le matin, il mange de la viande, il mange salé, il mange différemment de nous. Et il a perdu énormément de poids. Donc, il mange beaucoup d'iode. Beaucoup d'ABA aussi. Énormément d'ABA. C'est important parce que aussi l'hormone thyroïdienne avec le foie est totalement liée. C'est un combo. Si tu voulais manger des choses qui sont riches, les carnivores consomment la thyroïde. Les grands carnivores consomment la thyroïde des animaux qui chassent et le foie. Et ce sont des animaux en fait qui vont venir entre guillemets combler une production qui sera peut-être un peu faible d'hormones thyroïdiennes parce qu'ils vont consommer d'hormones thyroïdiennes des autres animaux. L'iode se concentre dans la thyroïde principalement. Les animaux carnivores dans la nature mangent la thyroïde des animaux qui sont herbivores, consomment de l'iode de cette manière-là et des hormones thyroïdiennes. Voilà. Je me rappelle parce que j'ai interviewé le docteur Résimon l'année dernière et je lui avais envoyé un papier sur l'apparition des goitres avec l'apparition des glucides dans l'alimentation de nos ancêtres. Et en fait, on voit très bien que plus on consomme de glucides, plus on sursollicite notre thyroïde. Et que les goitres apparaissent uniquement que quand les glucides apparaissent dans la nourriture des gens. Et que si on retire les glucides de l'alimentation, il n'y a plus de goitres qui apparaissent, même avec des niveaux bas d'iode dans l'alimentation. Ah oui, c'est intéressant. Et ça, les endocrinologues, ils ne sont pas au courant, parce qu'ils sont formatés sur 55% de glucides. Voilà. C'est dingue, parce que quand même. Ouais. Enfin, voilà, c'est déjà que la thyroïde, c'est un vaste sujet Et malheureusement, il y a énormément de gens qui sont laissés à l'abandon, sans solution. On leur donne du Levothyrox, ils font un yo-yo hormonaux, un coup ils sont un peu en hyperactivité, un peu en hypo, ils savent pas pourquoi. Ils passent d'hyper à hypo, puis il y a aussi des maladies auto-immunes au niveau de la thyroïde, etc. Tout à fait. Hashimoto. Mais on en revient à l'intestin. Thyroïde, intestin, hypermobilité intestinale, hop, bim, maladie auto-immune. D'ailleurs, pas que Hashimoto. Toutes les pathologies auto-immunes prennent vraiment l'origine d'un intestin qui est un peu poreux, qui est un peu faiblard et qui laisse passer des choses. Ouais. Et c'est pareil, la médecine voudrait cloisonner toutes les pathologies auto-immunes, là où moi je dis qu'elles sont toutes pareilles. Toutes. Et le régime cétogène intervient sur toutes les pathologies auto-immunes, ne serait-ce qu'au niveau de TH17. La modulation de TH17 grâce au régime cétogène, c'est la clé. TH17, c'est quoi TH17 ? C'est une fraction du système immunitaire. Ah, ok. Tu as une immunomodulation et grâce au régime cétogène. Donc, elles fonctionnent toutes de la même manière. Hashimoto, Crohn ou ce que tu veux, c'est pareil.
Oui, donc c'est toujours l'intestin, hein, donc il faut absolument, ouais. C'est la clé. Voilà. Et avant ça, la thyroïde. Donc, il faut vraiment retrouver, je sais que c'est difficile, je sais que parfois ça peut être long, mais il faut retrouver une bonne fonction thyroïdienne. Et au pire, si vous voulez le faire vous-même, faites un panel thyroïdien simple, mettons TSH, T4, T3, déjà ça pour voir. Et ça vous donnera une idée un petit peu en photo de où vous en êtes avec votre fonction thyroïdienne. Pas dans les détails, mais ça donne une idée. Déjà, mais le panel, au moins TSH, T4, T3. Au pire, ça, on peut l'avoir dans une simple prise de sang, sans ordonnance. Il y a aussi le signe d'Hertog aussi. Hein. Je crois qu'il y a aussi au niveau la peau sèche, il y a aussi le sourcil à moitié dégarni. Tu as un arbre de décision, si tu veux, bien sûr, mais ça, c'est de la clinique, c'est réservé aux médecins, entre guillemets, parce qu'ils vont voir un patient, ils vont lui poser des questions, le patient va répondre de son histoire, etc. Il va essayer de donner tout un tas de symptômes. Et évidemment, forcément, si vous avez quelqu'un qui est ultra maigre, lui dire que c'est une hypothyroïdie, bon, ça colle pas, quoi. Hein, non. Bah oui, mais ça arrive, ce genre de choses, toi, parce que tu as un panel thyroïdien qui va dire quelque chose, et puis en face, tu as un patient qui te dit autre chose. Et tu fais quoi comme décision? Tu prends quoi? C'est quoi le diagnostic? C'est compliqué des fois. Tu vois, c'est pour ça que c'est là qu'il faut gratter un petit peu. Il faut demander d'autres analyses. Bon, mais la base que tout le monde peut faire. Ici, moi, je les ai en blood spot, c'est-à-dire que c'est une enveloppe, ça coûte $90. Tu poses une goutte de sang, tu te coupes le bout du doigt, tu poses une goutte de sang, tu as un panel thyroïdien complet par la poste. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Au pire, en Europe, vous allez dans un laboratoire, vous demandez TSH, T4, T3, ça va vous coûter, je sais pas, quelque chose comme 100 €. Au moins, vous avez une photo. Ouais. Un peu moins en Belgique, mais oui, on peut le demander. Mais les gens ne savent même pas. Hein. Moi, je fais voilà, je coche ce que j'ai à cocher. Faut pas avoir peur, c'est vous qui payez. Donc, exactement. Voilà. Exactement. Et c'est toujours préférable que l'avis d'un médecin qui va regarder que la TSH. Hein. Ouais. Mais il faut en trouver. Hein. Voilà, c'est un peu le parcours du combattant. Hein. Tout à fait. Bon, on a déjà fait un bon tour de ton témoignage. Peut-être voulais-tu aborder un autre point ou un autre bienfait? Parce que là, si je résume, c'est quasiment 1 an de régime cétogène. Oui. Tu disais 2 tailles de moins sur la perte de poids. Facilement, oui, facilement. Voilà. Une hypertension, un prédiabète. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Stéatose hépatique inversée. Stéatose hépatique inversée, ça, c'est pas rien. Hein, parce que techniquement, les médecins ne donnent pas de planning, de programme pour inverser une stéatose. Hein. Vous avez ça, il faut maigrir. Ah ouais, mais il faut maigrir. Ils sont mignons. Donc, oui. Tu peux maigrir en conservant ta stéatose. Hein. Oui, c'est ça que j'ai appris après par la suite. Mais voilà. En plus, j'avais très mal. J'avais vraiment. On voyait mon foie. C'est-à-dire que j'avais des douleurs biliaires. Quoi. Donc là, plus rien. Plus rien. Donc, tu as eu des problèmes de bile au début avec le régime cétogène ou pas? Aucun. Donc, la consommation d'un régime beaucoup plus gras, tu n'as pas posé de problème de digestion, pas du tout. Nausées, de choses comme ça? Non, j'avais peur, j'avoue, parce que je me suis dit, bon, j'en ai du gras, voilà. Non, c'est pas, surtout que j'en mangeais beaucoup. Hein. Au début, on peut pas dire que j'en mangeais pas. Et c'est bien passé. Après, ça a mis des mois quand même pour ne plus avoir de douleur et pour ça, voilà. C'est le fait de perdre du ventre aussi. La douleur, elle était située sur le foie? Oui, c'était en bas, bas, ouais. D'accord. C'était assez avancé, hein. Donc voilà. Surtout, je bois pas d'alcool en plus, donc ils ont l'air toujours surpris, hein, mais je déteste l'alcool, donc voilà. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ça m'a fait rire quand Didier Raoult a reparlé 2 ou 3 fois de son étude où il avait mis en évidence que une partie des gens qui avaient une stéatose hépatique, qui ne consommaient pas d'alcool, en fait, on appelle ça la maladie du foie gras non alcoolique. C'est-à-dire, c'est une stéatose qui n'est pas induite par la consommation d'alcool. Et ben, il a mis en évidence, en fait, que ces gens-là avaient un changement de microbiote intestinal. Moi, je pose la question, d'où viendrait ce mauvais microbiote intestinal? Peut-être une sélection à cause d'antibiotiques, c'est une question, juste une question. Hein. Et que ce microbiote intestinal digérait le fructose et en fabriquait de l'alcool. C'est-à-dire que c'est quand même une stéatose hépatique alcoolique sans que tu n'aies consommé la moindre goutte d'alcool. En fait, c'est une fabrication endogène à l'intérieur de ton intestin d'alcool à partir du fructose.
Tout le monde sait que tous les alcools sont fabriqués avec des fruits, par exemple, ou des sucres. Hein. Ça peut être du jus de betterave avec lequel on fait du sucre, de la pomme de terre, ou alors du raisin, ou alors tout ce qu'on veut en termes de sucre du fruit. C'est du glucose et du fructose. Et là, il parle d'une fermentation grâce au fructose qui fabrique de l'alcool dans l'intestin, réabsorbé par la paroi intestinale et envoyé au foie pour retraitement. Ah oui, donc on fabriquerait nous-mêmes, en fait. C'est dingue. Oui, bien sûr. Ça existe. Et tu as même des gens qui ont des certificats médicaux qui expliquent qu'ils ont une maladie et qu'ils ont tout le temps au moins 0,5, 0,8 grammes d'alcool dans le sang sans en consommer. C'est fou, ça. Voilà, donc ils présentent ça à la police, ils se font arrêter, parce que techniquement, ils sont en état d'ébriété. C'est dingue. Voilà. Ouais, c'est... Bon, bah, je suis pas là. La science n'a encore pas fini de nous surprendre. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais on en revient aux glucides. Là, tu supprimes les glucides de l'alimentation, hop, plus de problème. C'est ça. Voilà. Alors que... Oui, c'est vrai que pour la stéatose, ils ne proposent rien, les médecins, à part dire maigrir. Il n'y a même pas de médicaments ou quoi que ce soit. Juste une anecdote, hein, mais les Américains, les Espagnols, les Italiens, les Grecs sont à peu près au même niveau maintenant. C'est 30% de la population. Hein. On parle de centaines de millions de personnes maintenant qui sont concernées. C'est pas rien. Et des enfants, j'ai entendu de plus en plus. Des enfants. On parle principalement des sodas chez les enfants, des enfants qui ont des gros poids de naissance parce que les mères ont déjà une hygiène de vie catastrophique. Donc les enfants, j'ai vu des poids de naissance à 7,5 kg à la naissance, par césarienne forcément. Des enfants qui sont déjà résistants à l'insuline à la naissance. Ah ouais. Voilà. J'ai déjà vu, moi. Comme la mère ne sait pas manger, le gamin mange mal aussi. Et puis à 7-8 ans, ils te font déjà des diabètes de type 2, des stéatoses hépatiques. Voilà le carnage dans lequel on est aujourd'hui. Ouais, c'est dingue. Et les médecins ne disent pas, on va vous faire un petit stage nutritionnel pour vous expliquer comment mieux manger. Non, non, non. On a toute une armada de médicaments à vous donner. Vous inquiétez pas, ça va bien le faire. Pour les enfants en plus. Pour les enfants, bien sûr. Tu parlais de statine pour enfants, j'avais vu aussi. Oui, ça, c'était une vidéo que j'avais vue d'une conférence en France avec un médecin qui faisait une conférence pour d'autres médecins et qui disait tranquillement que selon lui, on devrait donner aux enfants en préventif des statines. En préventif? En préventif. Oui, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de donner un médicament, entre guillemets, curatif à quelques-uns que de le donner à tout le monde en préventif? C'est génial. En termes de business et en termes de commerce, c'est génial. Content, hein, bien sûr. Ouais, tu prends des gens qui ne sont pas malades, tu en fais des malades. C'est parfait. C'est dingue. Voilà. C'est dingue. Mais après, c'est vrai que au niveau quand on fait du keto, on commence à ouvrir les yeux là-dessus aussi, hein, sur plein de choses. Voilà. Et moi, je remplace, tu vois, j'aimerais remplacer les médecins aujourd'hui par de bons artisans, par exemple, tu vois, un poissonnier, un boucher charcutier, un volailler. Voilà, c'est ceux-là qu'il faut aller voir. Bonjour monsieur, je voudrais inverser ma stéatose hépatique, mettez-moi 2 tranches de pâté de foie et 2 entrecôtes. C'est ça, en gros. Oui, c'est vrai qu'on. Oui. Et puis il faut compter un peu sur soi-même, hein, même beaucoup, je crois. Voilà. C'est du bon sens. Moi, je le dis toujours, c'est vraiment simple, c'est du bon sens, c'est facile. Il suffit juste de comprendre les quelques mensonges qu'on nous a mis dans le crâne, qui sont littéralement des mensonges, pour les sortir de notre tête. Et après, c'est terminé. Une fois que vous avez retrouvé un poids de santé, plus de stéatose, plus d'hypertension, plus de diabète de type 2, plus de fringales, pour ceux qui ont des migraines, plus de migraines, etc. C'est terminé. Vous avez retrouvé la santé, c'est parti. On n'a plus envie de revenir en arrière, en fait. C'est ça le truc. C'est ça qui motive aussi. Hein. Moi, je sais que le peu de fois où j'ai mangé peut-être un bout de pain, je me suis dit, tiens, vraiment petit, migraine directe. Mm-hmm. Je sais d'où ça vient. Je sais que c'est les glucides. Hein. Oui. Oui, après, oui, tout à fait. Hormonal aussi, hein, c'est sûrement, il y a de l'hormonal. Hein, voilà. 80%, ça, c'est été scientifiquement documenté. Tout ce que je dis, enfin, je vais le répéter quand même, tout ce que je dis, je le dis de mémoire parce que j'ai lu les études. Hein. C'est pas des livres, c'est pas un tel qui dit ça, hein, c'est des études. Et dans les études, bien sûr, il y a à boire et à manger. Il y a des études qui sont plus ou moins fiables parce qu'il y a des conflits d'intérêts, etc. Mais moi, je sais maintenant bien les trier. Je sais aller chercher les études qui ont été faites en Iran par des universitaires, sans conflit d'intérêts, etc. Je sais trier tout ça. 80% des gens qui ont des migraines sont directement liés à la glycémie, et en particulier l'hypoglycémie. Ah oui. Donc, vous mangez des glucides, vous faites une hyperglycémie, et votre migraine, elle va arriver au moment du crash de glycémie.
donc une hypoglycémie, ce qui n'existe plus en régime cétogène. Premier point. Donc, vous évacuez 8 migraines sur 10 est évacué grâce au régime cétogène. Après, on peut rentrer dans le détail. Il y a certains micronutriments qui sont concernés. Le magnésium, par exemple. Si je dois en citer un, le numéro 1, carence en magnésium. On sait qu'on efface une grande partie des migraines grâce au magnésium. Voilà. Après, pour certaines autres personnes, ils vont avoir besoin vraiment d'un état de cétose profond. Donc, si on est dans ce cas-là, là, il faut faire plus attention à son régime cétogène, parce que les corps toniques, le bêta-hydroxybutyrate, il faut toujours qu'il soit au-dessus de 1, 1,5. Voilà. Une cétose basse à 0,5 ne va pas être suffisante pour ces gens-là. Donc, on peut creuser. Mais si on élimine point par point, le premier point, c'est supprimer les hypoglycémies, donc régime cétogène. Deuxième point, magnésium. Voilà. Ah oui. 80% des gens sont carencés en magnésium en Occident. Bah, surtout quand ils boivent du café, hein, surtout que les gens qui boivent du café, j'ai l'impression que c'est... Oui, c'est vrai que le café a certaines vertus, mais il a certains désavantages et qu'on peut avoir besoin d'un peu plus de magnésium quand on est des gros consommateurs de café. Et donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec un régime occidental carencé et ils refont un régime cétogène carencé. Ils n'ont pas compris, en fait. Oui, c'est ça. Parce que les micronutriments, c'est toujours le parent pauvre de la nutrition et on n'y fait pas attention. Et dès qu'il y a plus de magnésium dans la nourriture ou qu'il y a un complément en magnésium, les problèmes disparaissent. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut aussi varier les viandes, ça c'est ce qu'on fait. On ne mange pas toujours la même chose, quoi. Très bien. Voilà, des parties différentes de l'agneau. Enfin, voilà, on essaye de varier. On ne mange pas des entrecôtes tous les jours, quoi. Voilà, on essaye de... Il y a aussi un ratio important à maintenir entre les morceaux, entre guillemets, musculaires nobles et les morceaux plus gélatineux. C'est important pour couvrir tous les acides aminés. La méthionine, la leucine, c'est bien. La glycine, c'est bien aussi. Donc, c'est des choses qu'il faut essayer de mixer. C'est pour ça que tu parlais du bouillon d'œuf tout à l'heure. Très bien, bouillon d'œuf. Ouais. Oui, ça, on essaye. On essaye de faire ça. Après, voilà. C'est vrai que c'est des plats qui mijotent longtemps, hein, la gélatine, le pot-au-feu, etc. Oui, mais l'avantage, c'est quand on fait ces plats-là, on a pour plusieurs jours. Donc, on peut se dire, je passe 3 heures en cuisine ou 2 heures en cuisine et je laisse mijoter 12 heures, mais j'en ai pour la semaine. Voilà, ça peut être la solution. C'est ça. Et moi, pour les enfants, par exemple, j'essaie de leur donner... ce qui est bien en Belgique, c'est qu'il n'y a pas de cantine dans certaines écoles. Donc, on peut donner ce qu'on veut, on donne ce qu'on veut. D'accord. Et ils partent avec un panier, une gamelle, en fait. Ok, super. Voilà. Donc, du coup, moi, le petit, ça peut être du saucisson, du fromage, des olives. Voilà. Ils mangent... enfin, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, hein, les macros, des trucs comme ça, quoi. Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est pour garder au frigo. Il n'y a pas de frigo, donc l'été, bon, voilà, c'est pas évident. Donc, on est un peu limité. Donc voilà. Ma fille aussi, elle n'a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? On n'est pas obligé de manger... Il n'y a pas une restauration obligatoire. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je sais qu'en France, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus rigide. Ils ont mis le système de cantine. En plus, c'est vraiment très standardisé. Maintenant, avec leur mode de plat vegan, végétarien, ils ont une journée par semaine de plats végétariens, vegan. Voilà, c'est difficile de s'y soustraire. Impossibilité de manger à côté. Tu pourrais très bien te dire, moi, je ne prends pas la cantine, mais je mange dans la salle avec tout le monde. Non. Enfin, c'est un peu... Oui. Ma fille, je me souviens qu'elle avait mangé semaine végétarienne. Elle avait été malade. J'avais dû la rechercher. Elle a fait vomi partout. C'était l'horreur. Franchement, c'était... je pense que, parce que végétarien, c'était pas pour elle. Parce que c'était des produits transformés, hein, des boulettes végétariennes, dans plein d'huile transgénique, je sais pas. Elle était malade, voilà. Oui, c'est clair qu'en plus, c'est de l'industriel. Et là, du coup, on retrouve tous les travers de la malbouffe industrielle standard en version végétarienne, mais ça revient... Oui, dans une cantine, en plus. Enfin, voilà. Et je sais que ma fille, quand elle va quelque part, c'est un peu embêtant. C'est un peu, on va dire, l'inconvénient, c'est dès qu'elle mange différemment chez quelqu'un, parce que c'est toujours des pizzas surgelées, elle est malade. Donc, je pense que le corps s'habitue à manger sainement et dès qu'on dépasse un peu... Voilà. De l'autre côté, j'arrête pas de le dire aussi, ça c'est une notion extrêmement importante, notre microbiote intestinal est une interface entre le monde du dedans et le monde du dehors. Forcément, quand on change d'alimentation ou même quand on change de lieu de vie, notre microbiote va changer. C'est pour ça que je cherche vraiment pas à déterminer un microbiote intestinal parfait, parce qu'il n'y a pas de microbiote intestinal parfait. Ouais. Il y a une interface parfaitement adaptée entre ce que tu vas manger et ce que tu es.
Et je vais te donner un exemple. Il y a eu des gens qui avaient des vrais problèmes d'intestin très, très graves et ils ont commencé à vouloir faire des transplantations de microbiote intestinal. C'est-à-dire qu'on rend stérile ton intestin et on transplante, on met un autre microbiote intestinal d'un donneur sain qui aura été estimé comme sain. Mais il y a eu des catastrophes avec ça. Transplantation fécale, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on prend un microbiote d'une personne, entre guillemets, saine, on le cultive et on l'implémente sur un intestin qu'on a rendu stérile, en espérant que la personne va avoir du mieux, etc. Il y a eu certains succès, mais il y a eu certaines catastrophes. Parce que il y a une vraie communication entre notre système immunitaire et notre microbiote intestinal. Le système immunitaire ne reconnaît pas ce microbiote intestinal, c'est la guerre, et tu meurs. C'est sérieux. Ah ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que le microbiote, en fait, s'adapte selon ce que tu manges. Et forcément, si tu as un régime très occidental, très industriel, très glucidique, eh bien, il y a une formation de microbiote. OK ? Et que si tu passes sur un régime cétogène ou un régime carnivore, ben, il va y avoir vraiment un changement de famille, un changement de composition radical, et qu'on ne peut pas considérer que l'un ou l'autre soit mauvais en soi. C'est que c'est juste le résultat de ton mode de vie par rapport à ce que tu es. Voilà, par exemple, tu peux impacter ton microbiote intestinal en faisant du sport. C'est-à-dire, si tu te mets à courir, je sais pas moi, 120 km par semaine, ton microbiote intestinal va radicalement changer. Sans rien changer dans la nourriture. Sans rien changer dans la nourriture. Il va s'adapter. Donc, ce que je dis juste, c'est que c'est une résultante, en fait. C'est une interface dynamique. Voilà. Faut pas l'embêter. C'est pour ça que, par exemple, les antibiotiques, c'est une façon de les embêter. Les prébiotiques, c'est aussi une façon de les embêter. Il faut y aller sur des œufs avec ce genre de choses. Voilà. Ouais. La nourriture est à ton service. Elle vient aussi servir ton microbiote intestinal. Ton microbiote intestinal vient te servir aussi. Moins on vient perturber tout ça, et mieux c'est. Oui, voilà, donc elle a peur d'aller. Le problème, c'est qu'elle a peur d'aller quelque part, quoi. Donc, bon, à son âge, voilà. Mais voilà. Je comprends d'être entre les deux mondes, c'est pas forcément simple. Mais elle voit une différence aussi sur son cycle hormonal. Elle voit bien que quand elle mange moins de glucides, elle a moins mal. Donc, elle a vu la différence. Donc, elle expérimente elle-même. On ne veut pas la forcer, mais d'elle-même, je pense qu'elle se rend compte que c'est pas bon pour elle. Oui, c'est la meilleure chose à faire, en fait, c'est de la pédagogie, expliquer les choses, expliquer pourquoi le monde est comme ça, pourquoi les gens mangent comme ça, ce que la science dit au niveau d'une meilleure nutrition, etc., qu'elle l'expérimente, qu'elle voit les bienfaits. Si elle voit les bienfaits, naturellement, elle va y venir. Si elle est contrainte et qu'elle voit que les inconvénients, forcément, elle n'y viendra pas. Ouais, c'est ça. C'est même la porte-parole à l'école. On parle au prof. Voilà, donc c'est marrant. Ouais. C'est parfait. Donc, je suis déjà heureux de pouvoir m'entretenir prochainement avec ton mari. On parlera charcuterie, viande et bienfaits de régime cétogène. Ah oui, en plus, lui, il parle beaucoup. Donc... avec moi, on n'a pas fini. Ouais. Le nouveau record à battre, c'est 4h30. Ah. Je te remercie vraiment pour ton témoignage. Veux-tu dire quelque chose d'autre, partager quelque chose d'autre avec nous, ou sinon je te laisse le mot de la fin? Oui, écoutez, moi, déjà, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vos vidéos, ça m'a vraiment encouragée. Voilà, tous les jours, je regardais vos vidéos et ça me permettait de ne pas lâcher. Et vos livres aussi de recettes, Nelly, ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Franchement, il y a des recettes terribles. Donc voilà, donc moi, ce serait bien que voilà, les personnes qui ont des doutes, au moins essayent quelques semaines, voir les avantages. Parce que je pense, et puis aussi comprendre, bien comprendre aussi ce que c'est le keto, parce que souvent les gens ils s'engagent et puis ils arrêtent au bout de quelques semaines et ils n'ont pas compris le principe. Ils se disent ah mais non, mais un peu de glucides c'est pas grave, et puis ils retournent dans un cercle vicieux et ils arrêtent. Enfin, c'est ce que j'ai vu autour de moi. Donc voilà, je pense qu'il faut bien intellectualiser le truc avant de commencer. Avant. C'est important ce que tu dis, avant, parce que je vois aussi beaucoup de gens qui font énormément d'erreurs, qui abandonnent alors qu'ils auraient juste pris le temps d'apprendre et de comprendre avant de commencer. Ils les aura pas fait ces erreurs et ils n'auraient pas abandonné. Oui. C'est ça, parce que dès qu'il y a il y a le keto flou, il y a des gens qui mangent qui n'ont pas assez de sel, ils arrêtent quoi tout de suite. Donc c'est bête parce qu'il y a beaucoup de personnes qui
Voilà. Il y a des gens qui mangent 250 grammes de beurre et qui prennent du poids. Il y a des gens qui mangent 50 grammes de protéines seulement par jour et qui s'imaginent qu'ils font un régime cétogène bien formulé. Les problèmes, je pourrais t'en citer des centaines, c'est tout le temps les mêmes. Juste des gens qui n'ont pas pris le temps pendant quelques jours. Tu vois, on a un guide de démarrage avec cette feuille, là, 7 top ingrédients. Là. Vraiment identifier les sources de glucides, ce qu'on peut privilégier, ce qui vire du placard. Les sucrants, on l'a expliqué en long, en large, à travers. Les gens, ils prennent de l'érythrétol, ils disent mais il y a marqué 99% de glucides dessus. Oui, on a expliqué ce que c'était, les alcools de sucre, comment ça fonctionnait. Et comme ils n'ont pas lu, en fait, hop, ils ont peur. Voilà. Et c'est tout un tas d'erreurs comme ça. On a tout mis en ligne. Ça fait 12 ans que je suis en régime cétogène. Eat Fat to Be Fit, j'ai bientôt fêté, c'est 10 ans. Tout est en ligne. On a tout expliqué dans les livres, nos 2 livres, le deuxième, par exemple. Si vous prenez que celui-là, 450 pages, il y a toutes les bases. Et après, si vous voulez plus de détails, il y a tout sur le site. Sur le site, vous expliquez, oui, c'est vrai. Comme tu disais, le keto flou, le nombre de gens que j'ai vus, je me sens pas bien, la tête qui tourne, hypotension, sel. Et c'est pour tout comme ça. Les gens qui te disent, j'ai retiré les produits de mon alimentation. Calcium vient d'où je sais pas. Regardez sur chronomètre. Je suis à 80 mg de calcium par jour. Ah oui, en dessous 500, ça va être problématique. Hein. Et c'est que ça. Donc, prenez le temps, posez-vous, dites-vous, voilà, je me donne 10 jours, 15 jours pour tout bien comprendre. Je ne fais rien avant. Oui. Et après, je me lance. Oui, c'est super important. Donc, ce que tu as dit, c'est vraiment important, c'est comprendre avant. Parce que ça évite de faire des erreurs après. Oui, c'est vrai. Donc voilà. En couple, c'est plus facile aussi, hein, parce que j'imagine que les personnes qui. Voilà, il y a le conjoint qui mange plein de glucides et plein de sucreries à côté, c'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance, voilà, au bout d'un mois, il m'a rejoint, mais il ne regrette pas non plus. Voilà. Même pour celui qui fait la cuisine, c'est quand tu commences à faire 2 cuisines très différentes. Compliqué. Pas facile. Ça. Il y a aussi des gens qui se mettent au keto, qui ne cuisinent pas alors que c'est l'autre conjoint qui cuisine, donc ils se débrouillent eux-mêmes dans leur coin. Ah oui. C'est moins facile. Oui. Oui. Voilà. En plus, les livres de recettes, même quelqu'un qui ne cuisine pas, c'est quand même super. Voilà, il y a des recettes super simples aussi. Hein. Donc, juste cuire et juxtaposer sans cuisiner, ça se fait aussi très bien. Donc même les gens qui se disent moi je suis pas un cordon bleu, je veux pas rentrer là-dedans, et ça pose pas de problème de cuire une viande, un poisson, des œufs, des légumes à côté, faire une petite sauce avec, c'est très simple. Oui, c'est ça. Voilà. Parfait. Bah écoute, je te remercie sincèrement pour ton témoignage. Maintenant, j'attends avec impatience ton mari. Et puis, je te souhaite vraiment le meilleur en régime cétogène parce que à t'écouter, je pense que tu es vraiment convaincu et tu vas pas lâcher tout de suite. Non. Non. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.